Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur. On va parler accessoiriste aujourd'hui. Et quel accessoiriste? Parce qu'il a travaillé sur des films de Jean-Pierre Jeunet, il a travaillé sur The Killer, il a travaillé sur plusieurs dizaines de films, il va nous en parler. Son métier, son parcours, ses secrets de fabrication et comment faire ce métier. On va répondre à vos questions. C'est tout de suite dans Voix du Ciné. Bonjour François. Bonjour. Dis-moi un peu, comment tu es arrivé au métier d'accessoiriste? Est-ce que c'est déjà une velléité de ta part ou est-ce que c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. J'ai eu la chance, moi, d'avoir ma maman qui était directrice de production dans la publicité. Donc j'ai grandi, on va dire, dans le... Alors, c'était pas le cinéma, c'était la publicité, mais je veux dire, j'ai grandi sur des plateaux, j'ai vu des plateaux. Et de base, c'était pas quelque chose qui me branchait, comme souvent les gamins sont pas forcément attirés par le métier de leurs parents. Puis quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai vu La Guerre des Étoiles. Et j'ai eu un flash et je me suis renseigné sur ce qu'était. Enfin, ma mère m'a parlé des effets spéciaux et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit je veux faire des effets spéciaux. C'était ce que je voulais faire. Et donc, grâce à elle, j'ai pu faire un stage. Je devais avoir, je pense 15 ans. J'ai dû faire un stage avec quelqu'un qui s'appelait Gilbert Pierret, qui était un accessoiriste effets spéciaux. Et j'ai fait pendant mes vacances 15 jours de stage sur un gros film qui était La Bohème de Comencini. Et on a fait de la neige. Il y avait beaucoup de neige dans un petit quartier de Paris. Et j'avais trouvé ça génial. Puis à 15 ans, je me suis retrouvé à faire de la neige avec soit des machines, parce qu'à l'époque c'était des machines, tout était fabriqué à la main. Enfin, c'était pas encore le moment où on pouvait aller acheter du matériel. Et donc avec du sel à mettre sur des rambardes de fenêtres, enfin des quantités. Et je trouvais ça absolument génial. Donc ça m'a éclaté. Et en fin de semaine, il y a quelqu'un qui te remet une enveloppe et dans cette enveloppe, tu as une feuille de paye. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je passe une semaine à m'éclater. Et en plus, on me paye pour ça. Je trouvais ça génial. Donc, Et t'as fait de la neige avec du sel? Oui, c'est notamment pour mettre sur les rebords des fenêtres, on mettait du molleton. Donc ça, tout était fait à la main. C'est quoi du molleton? C'est une espèce de mousse blanche, de coussin, quoi. Enfin, donc c'est des rouleaux de mousse qui est notamment sur les rebords de fenêtres, on mettait du molleton, puis on parsemait de sel plus ou moins gros, des gros grains, des petits grains selon. Et ça, on avait des cours entières à faire, des rues entières à faire. Enfin, c'était je trouve ça tellement drôle quand on sait que le sel, ça fait fondre la neige normalement. Ouais, je trouve ça tellement drôle d'utiliser du sel pour faire du cinéma. Carrément. Donc à ce niveau-là, donc t'as 15 ans et tu t'es dit c'est ça que tu veux faire. Ouais. Alors, effets spéciaux en tout cas. Effets spéciaux. Et puis j'ai rencontré toujours grâce à ma mère, d'autres personnes qui faisaient des effets spéciaux. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Ces 15 jours, ça a été vraiment une révélation. Et du coup j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient des effets spéciaux dans la pub, avec qui j'ai eu un bon contact. Et donc j'allais pendant mes vacances, une semaine par-ci. Enfin dès que je pouvais, j'étais fourré chez eux et ils m'apprenaient. Je bossais chez eux en tant que stagiaire et j'apprenais donc le métier d'effets spéciaux. Donc j'ai travaillé très longtemps en pub. Puis donc j'en ai fait beaucoup pendant mes vacances. Ça me payait mes vacances, c'était chouette. Donc, pour bien comprendre, t'étais à l'école? Ah, j'étais à l'école, oui, bien sûr. D'accord, t'étais à l'école. Moi, j'étais à l'école et puis à mes 18 ans, j'ai arrêté l'école parce que ça m'intéressait pas. J'ai jamais été très bon et ça m'a jamais vraiment passionné. Donc, je me suis retrouvé à continuer à aller travailler avec les personnes qui faisaient les effets en pub. Mais bon, ils avaient pas du boulot pour moi à plein temps, quoi. Donc, j'ai continué à démarcher comme font plein de gens pour commencer à trouver du boulot. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Coyote, qui était un accessoiriste. Parce que bon, à l'époque, c'était encore accessoiriste, effets spéciaux. C'était assez, enfin, je veux dire, c'était un peu les mêmes personnes c'était un peu la fin de ça, mais c'était les mêmes personnes. En fait, à la base, au début du cinéma, il n'y avait pas d'effets spéciaux. C'est-à-dire, il y avait un accessoiriste. Et le terme même effets spéciaux n'existait pas. C'est-à-dire, ça faisait partie des accessoires avec des explosions, avec des impacts, avec de la neige, de la pluie, du vent, enfin tout ça. C'était l'accessoiriste qui faisait ça. Et, en fait, c'est américain. C'est-à-dire que les effets spéciaux, les SFX, c'est un terme américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont commencé à faire des effets spéciaux séparément des accessoires, quoi. Et puis donc ça s'est importé, c'est arrivé en France et maintenant il y a vraiment les effets spéciaux et les accessoires, ce qui est très bien parce que c'est quand même deux métiers différents, bien sûr différents, où il y a des similitudes, il y a des moments où la frontière est mince, bien sûr, entre les deux,
mais bon, c'est quand même, il y a des similitudes. Et donc, j'ai rencontré cette personne aux accessoires qui m'a dit, le jour où j'aurai un travail, si j'ai besoin de quelqu'un, je te recontacte. Puis bon, 6 mois se sont passés, je continuais à démarcher des gens plus ou moins sympathiques. Et Comment tu fais pour démarcher à l'époque? Parce que à l'époque, t'as pas Internet. non, T'as c'est pas. le téléphone. C'est le téléphone. Le téléphone, il fallait obtenir. Moi, j'avais la chance de connaître un peu le milieu. Alors, c'était pas du cinéma, mais en tout cas de la pub, où il y avait quand même pas mal de personnes. Et donc, que ce soit grâce à ma mère ou à des amis de ma mère, etc. Donc, puis se débrouiller pour essayer d'obtenir Déjà le nom déjà de la personne. le nom et les numéros de téléphone. Ouais. Mais ça, il y avait à l'époque quelque chose alors, je sais pas si ça existe encore, ça s'appelle le Belfry. Oui, ça existe encore. Ça Oui. existe encore. Oui, oui. Mais ça, c'était vraiment une référence. Oui, oui. Maintenant, c'est anecdotique presque. Parce que c'était avec IMDB, avec enfin tous les sites qui peuvent exister, on peut trouver facilement ou même les sites des associations, on retrouve les noms, les personnes. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment la référence. C'est-à-dire, si on voulait retrouver quelqu'un, on allait dans le Belfry, et je me suis tapé des pages entières de Belfry à appeler, à trouver. Et en plus, il n'y a pas de portable, donc ouais, bien sûr. On appelait à la maison. Voilà. Et puis. Et donc 6 mois se passent. Donc 6 mois se passent. Donc Coyote, cet accessoiriste me rappelle en me disant tu veux toujours travailler avec moi? Ah oui, je veux bien. Et je suis parti avec lui en tant que stagiaire pendant 6 mois sur un film qui s'appelait La Révolution française, où je me suis éclaté et j'ai découvert le métier d'accessoiriste. D'accord. Et puis suite à ça, c'était vraiment qui me passionnait encore plus presque que les effets spéciaux. Et puis ensuite, il m'a rappelé où j'étais assistant sur un double film qui était La gloire de mon père, le château de ma mère. Ah oui. Ouais, carrément, ouais. Et puis ensuite, le troisième film que j'ai fait avec lui, c'était lui était accessoiriste et moi j'étais lui était aux effets spéciaux et moi j'étais accessoiriste. C'était mon tout premier film. Direct. Direct, j'ai commencé très tôt. Ouais. Quand même, troisième film. J'avais 19 ans. Ouais. Premier film stagiaire, deuxième film assistant, troisième film. Ouais, j'avais 19 ans, mon premier film Waouh. aux accessoires. Ouais. C'est incroyable. Et ce monsieur est donc mon papa de cinéma, quoi. Bah oui, carrément. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu fais quand c'est stagiaire, quand t'apprends stagiaire, en fait, tu suis vraiment tu suis ce que te dit l'accessoiriste. Enfin, tu apprends vraiment. C'est pour moi stagiaire. Alors maintenant, on appelle ça troisième assistant ou je sais pas comment, troisième assistant accessoire. Mais pour moi, stagiaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas péjoratif du tout. J'ai été stagiaire et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça veut dire apprendre le métier, à la limite ne rien connaître au métier. Et apprendre le métier. Et d'apprendre le métier. Parce que justement, là, on n'a pas encore été assez clair, mais accessoiriste, c'est en fait, parle-nous un peu, en quoi ça consiste exactement. Ce que c'est que le métier d'accessoiriste. Eh ben, accessoiriste, alors, on va dire que pour résumer mon métier, c'est un gros résumé, mais ça représente bien ça. On va dire que l'accessoiriste s'occupe de tout ce qui passe dans les mains des comédiens. C'est-à-dire que dès que quelque chose est manipulé par un comédien, c'est un accessoire. Si c'est quelque chose qui est alors ça c'est la base de ce métier-là. Maintenant l'accessoiriste fait partie de l'équipe décoration, donc et on va dire le représentant de la décoration sur le plateau. C'est-à-dire que la décoration, ils font un décor, ils mettent en place un décor, ils créent un décor, ils meublent et ils accessoirisent en partie le décor, et ensuite le tournage arrive. Donc la déco a terminé. Eux, ils partent préparer la suite, ils partent autre chose. Il y a une passation de pouvoir, si on veut. Mais ensuite, les clés du décor, on va dire, sont remises à l'accessoiriste et à la mise en scène et à toute l'équipe de tournage, quoi. Et donc, le métier de l'accessoiriste, c'est vraiment le représentant de la déco et donc s'occuper du décor qui est mis en place. Et notamment, ça peut être, par exemple, on tourne. Il y a beaucoup de mouvements sur un plateau. Beaucoup de mouvements de meubles, beaucoup de mouvements c'est-à-dire qu'il y a des travelling à mettre, il y a des projecteurs à mettre, il y a et donc, si le décor il est en place, il y a des moments on va être obligé d'enlever par exemple ce canapé, toutes les chaises, les tables pour pouvoir mettre l'équipe à cet endroit-là. Puis ensuite, il faudra le remettre. Donc, il y a des moments où on va avoir faut redresser le décor qui a été complètement mis de côté. Donc c'est vraiment une gestion du décor aussi. Mais mais l'accessoirisme pur, c'est s'occuper de ce qui passe dans les mains des comédiens, ce qui est manipulé. D'accord. Donc
ton interlocuteur privilégié, c'est le chef décorateur, du coup? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est mon chef direct. Enfin, c'est mon chef, je fais partie de son équipe, donc évidemment que je suis, enfin, le chef déco. J'ai un rapport à lui qui est important, enfin, en tant qu'accessoiriste. Mais on va dire que mon vrai interlocuteur au final, c'est régisseur d'extérieur. C'est vraiment l'accessoiriste travaille est très proche avec le régisseur d'extérieur, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est que accessoiriste, on fait peu de recherches et on fournit relativement peu d'accessoires. Alors on en fournit, on en fabrique aussi, ça peut arriver et tout ça, mais accessoiriste de plateau, c'est réellement sur le tournage. C'est-à-dire que par exemple sur un film classique, contemporain, on peut avoir entre 1 ou 2 semaines de préparation, ce qui est relativement peu. Oui. Pour l'ensemble des accessoires qu'il y aurait sur un tournage. Donc c'est essentiellement la décoration via le régisseur d'extérieur qui nous fournit. Alors c'est un travail avec lui, hein, c'est pas juste, on n'attend pas simplement qu'il nous fournisse, il y a un vrai échange, il y a des anticipations, il y a plein de choses, mais c'est vraiment le régisseur d'extérieur qui nous apporte une grande partie des accessoires qu'on voit avec lui, parce qu'il y a certains accessoires qui sont loués, donc vu que c'est un coût, on peut pas les avoir tout le film, on peut pas les avoir en préparation. Donc, faut savoir que de tel jour à tel jour, faut qu'on ait cet accessoire-là, quitte à le rendre après, puis le reprendre un peu plus tard si le film, un mois plus tard, en a besoin, selon les coûts. Tout ce qui est la bouffe, par exemple, on peut pas, moi, dans ma semaine de prépa ou mes 2 semaines de prépa, je peux pas aller acheter, parce qu'il va y avoir une scène de bouffe en 5e semaine, je peux pas avoir tout dans mon camion. Bien sûr, que ça soit des trucs frais. Donc voilà. Donc c'est vraiment un travail avec le Régidex qui est très important. Ouais. C'est vraiment, donc lui, l'interlocuteur privilégié, en sachant qu'évidemment la déco, enfin toute la déco, on peut avoir un rapport avec eux. Et le chef déco, bien sûr. Bien sûr. Et c'est toi qui listes tous les accessoires dont tu as besoin? Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est un travail, tout le monde le fait plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a donc la Régidex ou le Régidex qui fait ça en dépouillement, la mise en scène fait un dépouillement. Oui, premier assistant, bien sûr. Voilà, ouais, et l'accessoiriste, c'est évident. Donc moi, je fais mon propre dépouillement et ensuite je le compare, parce qu'on peut toujours se tromper Bien avec ceux de la mise en scène ou avoir des informations qui sont pas forcément qui nous ont échappé, dont on n'était pas au courant. Donc je fais toujours la comparaison de mon propre dépouillement avec le dépouillement du régie d'extérieur et de la mise en scène. D'accord. Comme ça, je synthétise un peu tout et j'ai une vision vraiment des accessoires. Et donc, du coup, de ce qu'il faut et à quel moment. Bien sûr. Parce que il y a certains trucs. Bon, ensuite, je fais un dépouillement, on va dire semaine par semaine. Donc, j'ai toujours 2 semaines d'avance où je fais mon dépouillement que je donne à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le dépouillement. Et j'en fais assistant, régie, producteur. Un non producteur, non. Donc c'est à l'équipe déco, donc chef déco, premier assistant déco, Régidex, ensemblier. La mise en scène évidemment, donc premier, second mise en scène et script. D'accord. Qui peuvent être intéressés et avoir un œil là-dessus et me dire attention, il manque un truc, ou au contraire, enfin voilà, qui peuvent avoir un œil là-dessus. Et donc je fais mon propre dépouillement et c'est assez, enfin j'ai normalement tout ce qui est prévu dans le tournage, quoi. Enfin pendant le tournage. D'accord. Ouais. Et ok. Et qui c'est qui t'embauche à la base? C'est le chef décorateur? C'est le. Alors l'avantage du métier d'accessoiriste, c'est qu'on peut être embauché, en tout cas par plusieurs personnes. Enfin, on peut venir par plusieurs personnes. Évidemment, en premier lieu, le chef décorateur. C'est le premier qui fait appel à nous. Alors indirectement, peut-être par son assistant, mais en tout cas, je viens de l'équipe déco, donc oui. Il peut y avoir l'équipe mise en scène, le premier assistant, et il peut y avoir le réalisateur aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réalisateurs avec qui on a déjà travaillé, ça s'est très bien passé, et qui ont envie de garder la même équipe, donc l'accessoiriste, et c'est toujours très agréable d'être recontacté par. Bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est des métiers où c'est toujours chouette d'être appelé par des gens avec qui on a déjà travaillé. Ça veut dire qu'a priori, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, donc c'est chouette. Ouais, c'est toujours chouette. Et sur le métier d'accessoiriste, c'est le plus beau métier du monde déjà.
déjà. Et que non, c'est un super métier. C'est un métier qui est chouette parce que le métier d'accessoiriste, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que le métier d'accessoiriste. Alors, il peut y en avoir. Donc c'est vraiment le plateau, le tournage, ce qui se passe sur le tournage. Et en fait, il se passe beaucoup de choses. Alors il y a des choses qui sont prévues. Et parce que c'est écrit dans le scénario, et que donc ça c'est ok, on peut pas se tromper. Enfin, je veux dire, faut anticiper et prévoir ce qui est écrit dans le scénario, notamment des accessoires. Et puis il y a tout ce qui se passe en off, on va dire, c'est-à-dire notamment bouger énormément de décors, mettre en place. Ouais, donc le métier d'accessoiriste c'est très central au plateau, et c'est chouette parce qu'on a vraiment des rapports avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier qui, on a des contacts un petit peu avec tout le monde. Quel que soit le poste, ça peut être avec la coiffure, ça peut être évidemment avec la mise en scène, ça peut être avec. Pourquoi la coiffure? Parce que en fait, le métier d'accessoiriste, les contours du métier d'accessoiriste est assez flou. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours à la limite avec d'autres métiers. C'est-à-dire que vu que c'est assez central, ça peut la coiffure notamment parce que par exemple, enfin on va dire même HMC, habillage, maquillage, coiffure, parce que quelqu'un une comédienne qui se brosse les cheveux ou qui se maquille. Alors évidemment, elle va se maquiller avec un accessoire. Enfin, c'est quelque chose qu'elle va manipuler, mais en même temps, ça touche la comédienne, le visage, la coiffure. Donc, on est en relation avec le maquillage, avec la coiffure, pour que là, ce soit la bonne brosse et que ce soit pas une brosse qui soit de mauvaise qualité, qui abîme la coiffure qui a été préparée pour la comédienne. Quand elle va se mettre une crème ou quand elle va se maquiller, il faut que ça soit un bon produit, que ça soit le produit validé, on va dire, par le maquillage. Je peux pas le mettre n'importe quel produit. Ouais, je comprends. Donc, ça c'est un exemple avec la coiffure, le maquillage, mais il y a avec, c'est toujours aux frontières de quelque chose. Par exemple, les costumes, un parapluie, une canne, un sac à main. Est-ce que c'est les costumes qui sont en charge de cet accessoire, ou est-ce que c'est l'accessoiriste qui est en charge de cet accessoire? Donc c'est une discussion déjà, c'est un échange, et ensuite, tout va dépendre de comment est manipulé l'objet. Voilà, une montre par exemple, typiquement, une montre portée au poignet, c'est les costumes, c'est des accessoires costumes. Mais donc c'est pas. En revanche, cette montre, elle est dans un paquet cadeau et sera portée après. C'est donc un échange avec les costumes. C'est donc une montre qui devient un accessoire parce que au moment de l'ouverture du paquet cadeau, tout ça, donc c'est manipulé comme un accessoire, mais ça serait en accord avec les costumes. C'est eux qui nous fourniraient la montre. À la limite, l'accessoiriste, enfin ou la déco, fournirait l'écrin dans lequel elle est, ainsi que le paquet cadeau. Voilà. Donc c'est toujours à la frontière de plein de métiers comme ça. Ouais, je vois. Et c'est assez chouette. Et du coup, ça nécessite un vrai échange. Enfin, je veux dire, on peut pas quand je fais mon dépouillement, il y a certains objets, certaines choses où je contacte le maquillage, la coiffure, les costumes pour vérifier est-ce que c'est eux qui s'en occupent ou est-ce que c'est nous à la déco qui nous en occupons. Et alors des fois, pour pas qu'on fasse doublon ou pour surtout pas qu'on oublie certaines choses, quoi. Un sac, c'est pareil. Un sac à main, théoriquement, c'est plutôt les costumes. Une valise, bon, ça c'est plutôt les accessoires. Mais on va pas prendre non plus n'importe quelle valise ou n'importe quel sac sans en avoir parlé au costume pour être sûr qu'on est dans les mêmes couleurs, que ça ira avec le costume. C'est-à-dire que si je débarque avec une valise rose bonbon alors que on peut pas en faire n'importe comment. Tout ça, c'est un travail d'équipe. D'une manière générale, le cinéma est un travail d'équipe et c'est ça qui est incroyable. C'est toujours des échanges et c'est un vrai travail d'équipe, d'une grande équipe et l'accessoiriste est assez central à ça et donc c'est hyper chouette. Et comment tu gères le budget? C'est toi qui le budgétise? Non, pas réellement. En fait, soit on a une enveloppe, on peut nous dire voilà, il y a tant pour les accessoires, mais alors là pour l'accessoire, le budget de l'accessoiriste fait partie du budget déco. C'est-à-dire que c'est englobé c'est-à-dire que les dépenses que je fais, c'est dans l'enveloppe décoration. C'est vraiment non,
moi, je sais à peu près. Après, je sais à peu près combien ça va coûter. C'est souvent aux alentours. Enfin, j'ai une enveloppe qui varie entre 1000 à 3000 balles. Mais après, je demande énormément de choses à la déco. J'ai énormément de choses qui me sont fournies par la décoration, et notamment par le Régidex. C'est de comprendre. 1000 et 3000 euros, c'est en moyenne sur un long métrage, c'est l'enveloppe que tu as? Ouais, mais c'est pas vraiment défini, c'est pas vraiment une enveloppe, c'est pour si j'ai des choses à acheter vraiment, parce que moi, mon temps de prépa, il est d'une semaine ou deux. Et ensuite, une fois que je suis sur le plateau, j'ai plus le temps d'aller faire des courses, j'ai plus le temps d'aller. Alors ça peut arriver, je peux y aller en fin de journée si c'est ouvert et que j'ai besoin d'un truc. Je peux aller des choses de dernière minute, aller à la boulangerie du coin chercher des croissants parce que dans l'histoire, le réalisateur tout d'un coup veut des croissants. J'ai cette marge-là. J'ai ce que j'ai acheté pendant la période de préparation. Mais une fois que je suis sur le plateau, en fait, je suis collé au plateau. Moi, je peux plus m'échapper en fait, et j'ai pas le temps d'aller faire des courses, j'ai pas le temps d'aller. Et donc ça, c'est un vrai échange avec la régie d'extérieur ou leur dire voilà, pour demain, pour dans une semaine, il me faut ça, et voilà. Et donc en fait, le budget accessoire c'est compliqué de le définir en soi parce que c'est quelque part c'est pas que l'accessoiriste qui le gère là pour le coup, c'est vraiment beaucoup la déco qui gère ça. Et donc je peux pas vraiment dire j'ai un budget vraiment qui m'est propre, qui est propre. Alors ça, on peut sur certains tournages, on peut nous dire tu n'as que 1500 balles pour faire voilà, tu n'as pas plus. Mais c'est assez vague aussi parce que selon ce que va demander le réalisateur, Bien sûr, oui. Au dernier moment ou pas. Ça me paraît tellement peu. Mais c'est peu parce qu'en fait c'est compliqué de définir. Je pense que c'est compliqué de définir le vrai budget d'un accessoiriste. Enfin, parce que même ce que je vais dépenser, c'est pas forcément le budget des accessoires, parce que comme une fois de plus, ça vient de la déco, donc il y a énormément de choses qui me sont fournies par la déco. Tout d'un coup, il faut un gâteau en 3 exemplaires parce que c'est une fête d'anniversaire. On prend 3 exemplaires. C'est pas moi qui vais aller l'acheter parce que il est. D'accord, je comprends. Enfin donc et pourtant c'est un accessoire, donc il rentrerait cette somme-là rentrerait dans la somme. Donc je peux même pas te dire combien est un budget accessoire réellement. J'ai pas je commence à comprendre. Ouais, j'ai pas vraiment j'ai pas la main là-dessus quelque part. Voilà. Donc non, c'est même pas entre 1500 et 3000. Il y a pas, enfin, je peux pas te dire moi. Voilà. Et quand t'as là, on peut peut-être revenir sur les effets spéciaux. Quand t'as des trucs spécifiques, je sais pas, genre une glace qui se brise, ça va pas être du vrai verre, ça va être de la résine ou ça va me dire ce que c'est. Et que tu sais pas combien de temps tu disposes pour faire tes recherches et trouver la bonne formule. Alors jamais assez, ça c'est sûr. Alors faut quand même savoir, et ça c'est très important, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, accessoiriste et effets spéciaux, c'est 2 métiers. Donc l'accessoiriste est capable, selon les accessoiristes et selon la formation qu'ils ont eue, selon l'expérience qu'ils ont eue, est capable de faire des petits effets spéciaux, on va dire. Et s'il fait des gros effets spéciaux, en fait, il fait plus accessoiriste, il devient effets spéciaux sur un tournage. Il y a certains accessoiristes qui, sur un tournage, sont aux effets spéciaux, mais font pas les accessoires. Mais je pense qu'il est important de vraiment séparer les deux et de se dire qu'à partir du moment où l'effet spéciaux devient un petit peu important, c'est plus même métier. Ce qui veut pas dire que l'accessoiriste ne sache pas le faire. Mais je veux dire, il y a un moment, c'est le métier de quelqu'un d'autre. Donc, on peut pas faire tous les métiers. C'est comme un directeur de production qui peut pas être régisseur sur le même tournage et en même temps à la production. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est 3 métiers. C'est comme ça. Donc, une glace qui se brise, pourquoi pas? Ça peut être fait par l'accessoiriste. S'il il estime avoir le temps de le faire par rapport à une glace qui se brise alors qu'il a une scène de bouffe par exemple, c'est un peu incompatible parce que c'est du gros boulot sur les deux côtés. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc à chaque fois ça va être une histoire de projet, de budget et moi je pense que ce qui est vraiment important c'est de ne pas empiéter sur le travail de quelqu'un d'autre. Alors que justement accessoiriste,
est à la frontière de plein de métiers. Ouais, je Et comprends. donc c'est vraiment un échange. Donc une glace qui se brise, par exemple, soit on en a déjà fait, soit on a déjà vu comment ça se faisait, soit on se renseigne auprès de personnes des effets spéciaux ou d'autres accessoiristes savoir comment on le fait. Donc là, ça se fait avec souvent des détonateurs. Donc voilà, donc il y a déjà en plus un truc qui est un peu spécifique aussi pour une glace qui se brise. Oui, Il y a oui, un oui. détonateur. Certains savent le faire, très bien. Mais voilà, faut pas que ça soit tout, à partir du moment où ça passe dans le domaine des effets spéciaux, il faut pas que ça soit aux dépens des accessoires. Je comprends. Parce que c'est vrai que ça peut très vite le devenir. C'est-à-dire que très vite, on peut décider de vouloir faire de la pluie. On nous demande de faire de la pluie, alors que on a des choses à gérer au niveau accessoire. Et c'est le métier, c'est notre métier, Mmh. accessoiriste. Et donc faire de la pluie derrière une fenêtre, c'est bien. Faire de la pluie sur une porte, derrière une porte qui s'ouvre, c'est très bien. Faire de la pluie sur une petite rue, on n'a plus le temps. Si en même temps on fait autre chose, c'est du matériel, enfin voilà. Donc ça passe à un autre métier. Mais en même temps, c'est aussi chouette en tant qu'accessoiriste de faire des petits effets spéciaux, un peu de fumée par-ci, de faire pourquoi pas un impact sur un objet. Ça peut très bien fonctionner et puis on peut savoir le faire. Maintenant, si c'est un impact, c'est bien. Si c'est une rafale avec, voilà, c'est un autre métier. Vous êtes combien dans l'équipe en général sur un tournage? Alors malheureusement, l'accessoiriste travaille souvent seul. Ah oui. Ouais. Mais de plus en plus, on a des assistants ou des stagiaires. Euh, mais ça arrive de plus en plus, et tant mieux. Mais c'est pas facile forcément sur tous les projets de pouvoir obtenir d'avoir quelqu'un qui travaille. Et c'est vraiment un métier à la base qui est solitaire, mais pas de notre fait, hein, Oui, mais qui est oui, j'ai compris. solitaire parce que. Mais bon, moi ce que je dis toujours, c'est que quand on travaille au troisième étage dans un appartement et qu'on doit aller chercher quelque chose au camion, pendant 5 ou 10 minutes, il n'y a pas d'accessoires sur le plateau. Et donc il peut se passer des tonnes de choses sur un plateau parce qu'il y a plein de choses qui se passent au dernier Bah, bien moment sûr, ouais. et on appelle beaucoup les accessoiristes. C'est vraiment le nom de l'accessoiriste est souvent prononcé genre il faut faire ça tiens hein. Et donc deux c'est simple, porter un canapé faut être deux Bah oui. voilà. Mais c'est une lutte que nous avons depuis pas mal d'années pour réussir à avoir un assistant. Et d'ailleurs, quand tu déplaces celle de décor, t'as Script qui est là pour t'aider pour. Alors, bien sûr que la script est là. On travaille. Ça fait partie des personnes avec qui on est très proche, la script. Maintenant, je trouve très bien. Moi, je suis assez autonome. Ma manière de travailler, elle est assez autonome. Et ce qui ne veut pas dire que je ne m'appuie jamais sur la script. Au contraire, c'est vraiment. Ouais, faut faire gaffe. Faut vraiment que je sois. Enfin, j'ai un vrai contact avec elle, mais j'aime être autonome et faire mes raccords moi-même, ne pas avoir à ce qu'on me le dise, c'est-à-dire d'anticiper les choses. Maintenant, on travaille beaucoup. Avant, quand j'ai commencé, on travaillait au Polaroid, donc on faisait des photos, ça valait très cher, faire Ah des oui. photos de la situation avec les objets raccords pour pouvoir ensuite les mettre à leur place. Notamment, par exemple, il y a une table avec plein d'objets dessus, et puis la caméra vient à la place de la table, donc on enlève la table, voir où on fait le vide sur la table pour poser la caméra. C'est un exemple. Et sauf qu'ensuite, on voit la table dans le plan d'après, faut tout remettre à l'identique pour pas qu'on ait le sentiment de qu'il y a eu un mouvement en fait. Oui, bien sûr, ouais. Toute la technique n'existe pas. En fait, ne doit pas apparaître à l'écran. En fait, tout ce qui est technique doit disparaître. Et c'est ça qui est une fois que et des fois il y a vraiment beaucoup de techniques, pas que aux accessoires, mais il y a beaucoup de techniques qui bougent énormément de choses. Mais quand on va voir le film, faut pas qu'on la voit. Faut pas qu'on imagine qu'il y avait de la technique. Voilà. T'as une petite anecdote là-dessus sur un film où t'as eu vraiment des difficultés ou Des difficultés, je sais pas. enfin pas des difficultés mais où vraiment c'était compliqué, c'était vraiment Écoute, dernièrement, dans un film qui n'est pas encore sorti, je viens de faire le dernier film d'Albert Dupontel, qui sera un long plan séquence. Alors c'est un faux plan séquence dans le sens que c'est pas c'est plusieurs plans séquences mis bout à bout. D'accord. Mais en revanche, la caméra donc est tout le temps en mouvement ou en tout cas se déplace tout le temps. Et sauf que quand on va dans cette direction, il y a la table, elle peut pas passer là. Donc, sauf que
la caméra va passer là. Et donc l'histoire, c'est d'être à quatre pattes, d'arriver au bon moment, d'enlever la table pendant que la caméra passe, remettre la table, la caméra se retourne, il y a la table avec tout ce qu'il y avait dessus, comme si de rien n'était, et puis ça continue. Il y a beaucoup de mouvements comme ça qui peuvent être faits dans les plans séquences. C'est assez rigolo à faire. Ouais. Ouais, c'est assez rigolo. C'est technique parce qu'il faut vraiment être pile poil raccord. Faut pas qu'on ait l'impression que. Mais par exemple, il y avait des mouvements de caméra où il y avait une espèce de table contre un mur et la caméra tournait autour de cette table, sauf qu'il y a le mur derrière. Ouais. Et donc ça c'était vu avec la déco qui avait mis le mur sur roulette, enfin sur charnière et roulette. Et au moment où la caméra échappe le mur, les machinaux ouvraient le mur en grand, la caméra passait, moi j'enlevais la table. Mais pas tout seul. Oh non, après c'est une chorégraphie. C'est une vraie chorégraphie à faire. C'est juste incroyable. Et sauf que quand on verra le film, je pense qu'on ne s'en rendra pas compte et tant mieux. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on sera dans le film et pas en train de se dire ah bah non, c'est comment ils ont fait quoi. Accessoiriste, c'est un peu comme script. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faux raccords. Absolument. Ouais. Ça c'est comme plein de postes en fait, parce que ça peut être même maquillage, coiffure, il faut qu'il y ait un raccord, une continuité, et ça c'est évidemment c'est la script qui est en charge de ça, mais chacun à son poste doit veiller à ça. Et c'est une chose hyper importante pour pas que ça sorte du film, c'est-à-dire que on va décomposer vachement une séquence. Ça va être filmé en plan large, un champ, un contre-champ, des plans plus serrés, il va se passer plein de choses. Et donc, sur une séquence dans l'histoire, c'est censé durer, on va dire, 2 minutes. On peut mettre une journée entière à filmer ça, voire en plusieurs fois, c'est-à-dire en plusieurs jours. Donc, et voir avec une distance différente entre les jours. Et voir avec une distance différente entre les jours. Donc, ce qui est important, c'est que la continuité, je vais te donner un exemple, quelqu'un qui rentre avec qui sort d'une pièce avec une cigarette qui a cette taille-là, et on va tourner la suite dans un autre endroit dans une semaine, et ben il faut que quand il rentrera dans la pièce qui est censée être la continuité, il ait la clope exactement à la même taille avec la même cendre s'il faut. Et donc voilà, les faux raccords c'est hyper important et ça fait vraiment partie de ce métier de faire que tout se suive sans qu'on se pose de questions. Et des fois, on peut répéter une scène plein de fois, enfin, on peut tourner une scène plein de fois avec plein d'axes différents et il faut qu'à chaque fois, ça soit la même chose. C'est-à-dire que des niveaux de verre, ça c'est, je te parlais des bougies tout à l'heure, ça c'est important. Et donc, et les costumes aussi, il faut que les costumes c'est hyper important que les costumes soient raccords. C'est important, c'est vraiment la base. Et donc maintenant, on travaille avec des iPads la plupart du temps ou des téléphones, ça dépend qui, mais où on fait des photos raccords et faut vraiment être assez précis. Enfin, moi j'aime bien la précision, donc c'est assez chouette de travailler en étant le plus précis possible. Et puis moi j'aime bien être autonome, donc la script va toujours vérifier derrière pour être sûr que on n'a pas fait une erreur, ce qui peut arriver évidemment plein de fois, mais encore une fois, là aussi, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à travailler ensemble, quoi. Mais l'autonomie est chouette. Moi, j'aime bien ça. J'aime pouvoir, qu'on n'ait pas à me le demander, que ça soit déjà prêt, que ça soit déjà en place, que le raccord est fait, c'est chouette. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une récurrence dans cette fête. Le cinéma, c'est un travail d'équipe. Tout le monde le dit. Tout le monde le fait. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, pour moi, tu vois, le cinéma, alors, je dis le cinéma, au sens large, hein, ça comprend la télé, ça comprend. Bien sûr. Enfin, je veux dire, l'image. Voilà, on va dire l'image, exactement. Et pour moi, c'est une grosse horloge. Donc, il y a des gros rouages, il y a des rouages un peu moyens et des petits rouages. Et en fait, tout ça, bien huilé, ça fonctionne très bien. Il suffit qu'il y ait un grain de sable qui se mette dans n'importe quel rouage et ça bloque le tout. Et franchement, chaque rouage a son importance. Du stagiaire régie au réalisateur. Enfin, je veux dire, il y a je l'ai toujours donné cet exemple, mais un stagiaire régie, souvent, qu'on peut envoyer chercher un comédien le matin à telle heure et qui se réveille pas ou qui arrive en retard et tout ça, ça bloque l'ensemble du tournage. Et pourtant, il est
c'est pas le poste Oui, le plus bien sûr, de mais départ. il n'y a Voilà. pas de honte. Voilà. Donc chacun a son importance et c'est ça qui est vraiment chouette dans le cinéma, c'est que on a tout de suite une responsabilité et à nous d'être à la hauteur de cette responsabilité. Je comprends. Alors, vous le savez, cette émission, on l'a fait pour vous. Et vous posez vos questions. Donc, je les ai pris. Je vais les poser à François qui pourra répondre. Alors, une question d'Olivier qui veut devenir producteur et qui demande quels sont les accessoires les plus coûteux ou les plus compliqués à obtenir. Eh ben, bah, on va dire que alors les plus coûteux, bah, c'est soit les accessoires à devoir fabriquer. Alors pour différentes raisons, soit parce que ça n'existe plus, soit parce que ça n'existe pas, parce que c'est des nouveaux enfin des trucs futuristes ou une invention scénaristique, ou les accessoires aussi de valeur, tout simplement. C'est-à-dire Les bijoux. oui, alors bijoux encore là, c'est plutôt les costumes, les bijoux. D'accord. Mais bon, encore une fois, si c'est un diadème qui est posé sur un écrin, et c'est un accessoire, effectivement. D'accord. Mais dans les accessoires de valeur, par exemple, les tournages qui sont censés se situer dans un monde de luxe, dans des hôtels, des grands hôtels ou chez des gens très riches, c'est compliqué parce que on a un certain budget. Donc déjà on peut pas acheter, et puis quand on peut acheter donc c'est soit loué soit prêté par des marques. Mais si on n'a pas de prêt ni de location, bah faut trouver du qui fait la blague, quoi. C'est-à-dire des accessoires de moins qui sont pas des accessoires de vrai luxe, mais quand l'accessoiriste, enfin quand le comédien l'utilisera, bah qu'on a l'impression que c'est un super Puis des fois visuellement ça passe mieux que des vrais. Non, pas tout le temps. Alors le luxe, ça passe toujours assez bien quand même à l'image. Hein. C'est quand même très très beau le luxe. Entre un verre normal et un verre en baccarat, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. Je parle du vrai luxe. Hein, oui, bien sûr. Du truc très très cher. Oui, bien et donc sûr. ça, c'est toujours un peu. Alors je sais pas si on va dire compliqué, mais en tout cas il y a une autre gestion de ça, c'est-à-dire une gestion déjà de sécurité, de pas laisser traîner bien sûr. un objet qui vaut très très cher. Déjà d'une manière générale, faut pas trop les laisser traîner les accessoires pour pas qu'ils se fassent, qu'ils se perdent, qu'ils soient volés, qu'ils soient n'importe quoi. Et mais il y a cette pression en plus quand il s'agit d'objets de luxe, enfin avec de très grandes valeurs, ou des objets qui peuvent sortir d'une collection. Parce que ça arrive qu'on manipule certains objets qui sont prêtés par un musée ou prêtés par un collectionneur, et donc là, faut y faire vraiment très attention. Bah oui, j'imagine. Ouais. Donc je dirais que c'est ça en fait les de grandes valeurs. Voilà. Et quand il y a des accessoires à construire, c'est pas toi qui construis, Alors je peux, mais effectivement c'est encore une fois souvent ça vient par la déco, qui sont souvent quand même plus en amont que moi sur la préparation d'un film, donc ils ont eu le temps de réfléchir réfléchir, de contacter des personnes. Donc ça peut être la déco elle-même qui fabrique certains accessoires via un poste qui est donc accessoiriste au meuble. Qui peuvent fabriquer pas mal d'objets. Si c'est des accessoires très spécifiques, où ça peut être fait faire par certaines boîtes qui peuvent fabriquer, un menuisier qui va fabriquer un objet très spécifique, ou quelqu'un qui travaille le cuir qui va fabriquer un sac, parce qu'il faut que le sac soit un peu particulier et que soit ça n'existe pas, soit ça vaut trop cher, soit enfin pour plein de raisons. Et donc on peut faire appel à des artisans extérieurs au cinéma, enfin qui peuvent faire quelque chose de très ponctuel, donc voilà, une commande. Mais l'accessoiriste peut aussi évidemment fabriquer des objets, et ça arrive quand même régulièrement d'avoir à fabriquer quelque chose, quoi, un petit objet, un livre spécifique, une boîte, enfin voilà, il y a plein de possibilités en fonction du projet, quoi. Une question de Ambre qui dit quel est l'objet le plus introuvable que tu as dû trouver. Alors le plus introuvable, mais je ne sais pas. En fait, encore une fois, il y a plein de choses mine de rien, c'est quand même un travail qui est fait en amont.
il y a quand même de la préparation. Donc, beaucoup avec la déco. Et donc, trouver un objet... non, je saurais pas quoi répondre à cette question, en fait. Non plus. Non plus, désolé. Quand on est débrouillard, rien n'est introuvable. Oui, mais en fait, c'est un peu ça. C'est un peu... alors, c'est pas vrai, évidemment, mais bon, faut trouver une solution. C'est-à-dire que si c'est introuvable, on trouve une autre solution. Et donc, oui, l'objet en lui-même peut être introuvable. Enfin, mais s'il est introuvable, bah, il peut être fabriqué. Alors, tout dépend du budget, évidemment, mais il peut être fabriqué. Il peut être loué, trouvé dans un musée. Donc, complètement introuvable, c'est quand même assez rare, quoi. C'est quand même assez rare. Après, c'est une histoire aussi de budget, c'est-à-dire Bien sûr. Mais il peut être fabriqué. Il y a plein d'objets qui, pour des raisons de rareté, pour des raisons de coût de l'objet en lui-même, ne sont pas, ne peut pas être acheté, loué. Et donc, oui, il peut être fabriqué par l'équipe déco, par l'accessoiriste au meuble, ou par l'ensemble. Enfin, un travail en collectif qui fait que, oui, c'est plus de réels objets introuvables. Ça n'existe pas réellement. Enfin, moi je pense. Merci. Ah, Nico, il pose une question que j'aime beaucoup. Quel est l'accessoire qui demande énormément de travail, mais que le spectateur ne remarquera jamais? Alors, il y en a énormément, je pense. C'est-à-dire que il y a énormément de choses, comme je disais tout à l'heure, qui, en fait, ne se voient pas à l'image. C'est un travail de tout le temps, de plein de choses à bouger, tout ça. On va dire que moi, il y a un des, alors c'est pas des accessoires, mais une des scènes que je trouve le plus compliqué, c'est les scènes de bouffe, parce que il faut que ça soit bon, que ça soit chaud, que ça soit en quantité suffisante, parce que on va la refaire peut-être 20 fois, peut-être même plus des fois. C'est-à-dire qu'on fait un plan large pendant 4-5 prises, puis ensuite on va faire un plan serré d'un côté, un plan serré de l'autre. S'il y a plein de comédiens, bah, on peut passer une journée entière à faire une scène de bouffe, voire, des fois, cette scène de bouffe peut être sur plusieurs jours. Donc, il faut que ça soit en quantité suffisante et que ça soit raccord. Parce que le repas peut évoluer et puis surtout que ça soit raccord. Donc, il peut y avoir des scènes de bouffe comme ça qui sont, qui, quand on les voit, bah, on voit des comédiens manger à table et ça paraît tellement simple. Enfin, je veux dire, mais derrière, il y a beaucoup de travail, quoi. Il y a beaucoup de travail d'anticipation, de changer les plats. Alors après, il y a des techniques, on va dire, d'accessoiristes pour éviter de s'embêter. C'est-à-dire qu'un plat, un plat en sauce sera toujours plus simple à mettre en place que un poulet, par exemple. Bien sûr. Parce que le poulet, une fois qu'il a coupé, il a coupé sa cuisse, bah, la cuisse, elle est plus raccord. Alors que un plat en sauce avec du riz, bah, il prend une bouchée, deux bouchées, trois bouchées. Il suffit de rajouter un peu de riz, de rajouter un peu de viande, et puis le tour est joué, quoi. Et mais bon, ouais, c'est compliqué. Et puis ça peut être très compliqué sur certaines scènes, et surtout s'il y a plein de comédiens qui mangent, qui parlent. Ouais, ouais, je dirais que moi, je trouve que c'est ça qui est le plus compliqué, donc et qui ne se voit pas forcément à l'image. Bah, bien sûr. Après, il y a plein de choses qui ne se voient pas à l'image, hein, qui se voient à l'image, mais dont on se pose même pas la question. Et c'est ça c'est ça l'intérêt de nos métiers, quoi. C'est que ça se voit à l'image, mais que personne se pose la question. Parce que si on commence à se dire, oh là là, mais comment, c'est que le film n'est pas bon, en général. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, non, il y a plein de choses qui paraissent tellement normales. J'ai un exemple que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait un film qui s'appelait Lemming de Dominique Moll. D'accord. Et donc il y a une histoire de Lemming, c'est des espèces de petits hamsters, voilà. Et à un moment donné, il y a un lemming mort qui est posé par la comédienne sur un sac plastique sur une table, et qu'elle regarde comme ça, et puis tout d'un coup le lemming reprend vie. Alors ça, c'est un film qui a une vingtaine d'années. Il n'y avait pas le numérique, ou en tout cas c'était les débuts du numérique, ça valait très très cher. Et le réalisateur m'a demandé s'il y avait moyen de le faire bouger, de trouver un système pour donner l'impression qu'il serait un peu vivant, quoi. Et donc
on avait pas mal de lemmings. Il y avait un dresseur qui était là, qui était venu avec ses lemmings. Et puis sur l'ensemble des lemmings, il y en a quelques-uns qui étaient morts pendant mais rien à voir avec le tournage. Oui, Qui étaient oui, morts, de vieillesse, quoi. de vieillesse ou je sais pas de quoi. Mais en tout cas, voilà, il y en avait. Et moi, j'avais demandé qu'ils les congèlent. Justement pour cette séquence. Et donc quand est arrivée cette séquence, moi j'avais préparé, donc j'avais décongelé un lemming. J'avais été obligé de le vider, donc vider l'intérieur, et j'avais pris un gant en plastique. J'avais coupé le pouce. J'avais mis un petit tuyau, un tube cristal, un petit tuyau en plastique, et j'avais mis ça au bout j'avais mis le gant, enfin le pouce au bout du tuyau, bien fermé comme ça, et je l'avais introduit par le dos du lemming. Donc le lemming était il était comme ça sur le dos. Donc évidemment, on avait percé la table, on était passé par dessous. J'avais rentré donc cette petite poire dans le lemming. J'avais fixé un fil de tungstène, donc c'est un fil très très fin qui se voit très peu, entre les dents du lemming, et un autre sur une patte. Donc on était deux à le manipuler, hein. Comme une marionnette en fait. J'avais fait un travail de marionnette. Et moi donc j'étais hors champ avec le bout de mon tuyau que j'avais dans la bouche, et en soufflant tout doucement comme ça faisait respirer le lemming. Et en même temps, je tenais le fil qui était entre les dents. Et donc, quand il respirait, il faisait comme ça. Donc, il bougeait légèrement la tête. Et puis, l'autre personne, je crois que c'était le réalisateur même qui y avait. Et à un moment donné, il devait avoir une secousse de patte. Donc, il devait avoir une espèce de petit tressautement. Et le réalisateur, au moment où il voulait, a légèrement tiré sur la patte pour que ça fasse un petit tressautement. Et c'est à l'image. Et il n'y a pas de trucage. Et quand on voit le film, on a vraiment l'impression que le lemming reprend vie, quoi. Et voilà. Donc voilà. Et ça, je pense que quand on voit le film, on a l'impression que le lemming reprend vie, mais c'est derrière un vrai travail. Il y a tout un truc qui n'était pas du numérique, quoi. Alors une question de Maxence, très pragmatique. Oui, Maxence. Comment devient-on accessoiriste aujourd'hui? Alors, moi, en tout cas, je t'ai expliqué mon parcours. Maintenant, comment on devient accessoiriste? Il y a depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce métier. Parce que on reçoit parce qu'on est, les accessoiristes. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'AFAP, qui est donc l'association française des accessoiristes de plateau, donc où Yann Carodonné. Et donc, on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient bien faire des stages ou qui aimeraient bien faire ce métier-là. Donc, comment devenir accessoiriste? Alors moi, je dis que faut boire beaucoup de café et contacter et rencontrer beaucoup d'accessoiristes. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de rencontrer les gens. Donc leur donner rendez-vous dans un café, entre autres. Après, il y a plein de possibilités, mais bon, boire un café, c'est bien. Et de se rencontrer physiquement. Je pense que en tout cas moi, ça me parle plus de parler à quelqu'un en direct que de recevoir un texto ou d'avoir un mail. Voilà, j'en reçois plein. Je pense on est plein à en recevoir plein. Mais c'est important ce qu'il dit. Le but, c'est vraiment de rencontrer, je pense, le maximum d'accessoiristes, le maximum de personnes, et d'essayer d'avoir une vraie rencontre et de discuter. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, ce qui est pas forcément le plus simple, parce que obtenir le téléphone ou le mail, ça se fait. Après, que la personne soit dispo, veuille bien, en sachant qu'il a peut-être eu déjà plein de 45 personnes avant qui l'ont contacté. Voilà, après c'est un feeling, c'est un truc à avoir, mais mais c'est pas forcément simple du tout. Mais d'accessoiriste ou de n'importe quel autre poste. C'est ce que j'allais dire. C'est un fait. La réponse est récurrente à toutes les interviews que je fais actuellement. À chaque fois, vous êtes 50, 60, 100 qui contactent et qui ont le même rêve et la même envie. Donc il faut savoir se démarquer. Ouais, mais honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, la rencontre elle vaut vachement mieux que moi de recevoir un texto, ça ne m'intéresse. Enfin, un texto, c'est mort, quoi. Je ne réponds pas. Enfin, c'est pas que je réponds pas, mais oui, bien sûr. Tellement, ça représente rien un texto. Voilà. Entendez-le. Voilà. Parce que je pense que t'es pas le seul à penser comme ça. Je pense que c'est important. Ouais. Le contact, en fait, de rencontrer quelqu'un qui a l'air motivé, qui a l'air chouette, après il y a un contact humain qui se fait, ça peut passer, et puis d'entretenir ensuite le contact avec la personne avec qui ça s'est bien passé, qu'on a rencontré. Je pense que c'est important.
Et quelles sont les compétences indispensables que tu penses pour être un bon accessoiriste? Alors oui, il y en a plein. En tout cas, observateur. Mmh. Ça, c'est hyper important. Observateur dans la vie. C'est-à-dire que je pense que il faut vraiment regarder son environnement, comment se font les choses, être curieux. Il faut être hyper curieux. De base, hein, je parle pas que sur le plateau, mais d'être curieux, de savoir comment se font les choses, de comment, pourquoi. Enfin, de regarder, tu vois. Tout à l'heure, tu m'as montré une photo là qui était sur la porte là-bas. Ça m'intéresse de savoir. Bah, c'est une photo qui doit dater de 1900, peut-être un peu avant. Ouais, comment c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de comment se font même des choses de la vie de tous les jours, quoi. De regarder, d'apprendre, d'avoir envie d'apprendre. Donc curieux, avoir envie d'apprendre, s'intéresser à son environnement direct, parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur son environnement direct. Évidemment d'être bricoleur, parce que alors il y a des accessoiristes qui sont moyennement bricoleurs, ça passe aussi, hein. Mais bon, c'est quand même un plus de savoir bricoler, parce que encore accessoiriste, ça peut être, on demande plein de choses à réparer sur un tournage. Par exemple, un comédien qui pousse une porte qui grince, une porte qui coince. Euh, bah, c'est à l'accessoiriste de trouver une solution pour pas que ça grince, pas que ça coince. Ouais. En fait, accessoiriste, faut trouver des solutions. C'est-à-dire que on ne peut pas, mais je dirais presque que c'est général au métier de l'image, du cinéma. On peut pas dire, bah, ça, il n'y a pas de solution. On peut pas trouver non, je sais pas. Quelque part, ça n'existe pas, quoi. On trouve quelque chose. Alors, ça sera peut-être pas ce qui est exactement demandé, mais il faut trouver une solution. Et donc, accessoiriste, évidemment, il y a le fait de s'occuper des accessoires à proprement parler, d'où le nom de ce métier, mais il y a de tout ce qui va autour. C'est-à-dire on passe son temps à bricoler et trouver des solutions pour réparer quelque chose qui vient de casser, une anse de sac. Il y a une valise, la anse casse. Et il faut que le tournage continue. On n'a pas le temps on n'a qu'un sac. On peut pas l'envoyer chez un cordonnier. Ouais, bah oui. Donc c'est à toi de bricoler un truc qui tiendra peut-être que la journée, hein. Mais il faut que ça tienne. Il faut que ça se voit pas. Donc c'est beaucoup de. Oui, il faut savoir bricoler. C'est l'idée. C'est quand même pas mal, un minimum. Alors, comme les plombiers ou comme n'importe quel métier artisanal, un bon accessoiriste, t'as du matériel, ouais, qu'on appelle la bijoute. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? En fait, c'est du matériel. Enfin, c'est des accessoires pas que des accessoires, c'est du matériel d'électroportatif, des machines à fumer, des accessoires et plein de bordel, on va appeler ça, qui peut sauver des coups. Donc donc tout ça forme la bijoute. Et donc on a une camionnette ou pas, ça peut être une camionnette de location, mais on a notre propre matériel. C'est-à-dire que quand on commence, on n'a pas grand-chose. C'est normal. Et puis au fur et à mesure des films, au fur et à mesure des même des brocantes qu'on fait, des choses qu'on peut récupérer, acheter, trouver, on se fait une bijoute plus ou moins importante. Et chaque accessoiriste a sa propre bijoute, c'est-à-dire moi je dis moi, mais chacun a la sienne, mais j'ai des caisses remplies de portefeuilles et de porte-monnaie parce que ça me sert tout le temps. J'ai des caisses de stylos plumes, de stylos bic, de stylos de valeur, enfin en tout cas un peu chic. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, qui grossit avec le temps et avec la place qu'on a pour le stocker aussi, évidemment, c'est important. Parce que donc au bout d'un moment, on se retrouve obligé d'avoir un lieu de stockage, un atelier, c'est l'idéal quand on a la chance de pouvoir avoir son propre atelier chez soi. Mais en tout cas, d'avoir un lieu de stockage, soit c'est chez soi, ça c'est génial, si on a la place. Et sinon, après, on peut avoir un atelier ou un local dans lequel qu'on peut partager et où il faut qu'on ait du matos. Et c'est en fait des choses qui peuvent servir. Parce que c'est dans le scénario, notamment les portefeuilles, les porte-monnaies, les calepins, les stylos. Ça, c'est des choses qui sortent quand même souvent et dont on a souvent besoin, donc c'est bien d'avoir la caisse avec soi. Après, ça peut être très spécifique. On peut garder des objets qui sont vraiment des objets d'époque. Moi, je sais que
personnellement, j'ai la chance de faire souvent, enfin pas souvent, mais je fais aussi des films d'époque, Mhm. et c'est essentiellement ça que je garde. C'est des objets un peu particuliers que je peux replacer sur un film du 20e ou du 19e, et donc j'ai des caisses qui correspondent à des objets de l'argent d'époque, alors qu'ils soient du vrai ou du faux, parce que selon les films, bah il y a des fois il faut des quantités de billets, par exemple de je sais pas 1920, et ben soit je les ai déjà, soit on peut on les fait fabriquer, c'est-à-dire que en partant d'un vrai qui est souvent scanné, ensuite ils sont imprimés et on a du matos, puis donc on se confectionne une bijoute avec le temps, parce qu'on peut soit racheter, soit récupérer en fin de tournage des fois des objets, puis avec le temps on a une bijoute plus ou moins grosse, quoi. Et mais c'est chouette. Et En fait, t'es en train de me dire que t'as un musée du cinéma chez toi. euh, bah à force, oui, puis moi j'ai un endroit où je me suis quand même fait une caisse où j'ai une caisse de souvenirs de films, donc qui sont des trucs qui me tiennent à cœur, quoi, enfin qui sont qu'on pu être dans certains films et que j'ai fait, et que je garde en souvenir et qui me plaisent, ouais. Donc oui, j'ai une sorte de musée du cinéma, si tu veux, ouais, c'est ça. En tout cas, le musée de mon cinéma, quoi. Ce qui est peut-être le plus important. Ouais, Parce que, oui, c'est ça, voilà. oui. Et, donc il y a la bijoute, et il y a la caisse de face. Donc là, la caisse de face, c'est aussi parce que là, je te parle d'accessoires, mais ça peut être aussi plein d'objets, des bouts de fil, des mousquetons, des briquets, des boulons, enfin des choses qui peuvent sauver des coups. Par exemple, quand je te dis Pour un mini-moule, hein. Ouais. exactement, bah là j'avais des petites poulies parce que j'ai toujours quelques petites poulies avec moi, ça peut toujours servir. Là, ça m'a servi. J'avais du fil, ça c'est une base, d'avoir différentes grosseurs, et puis mais j'ai des caisses remplies de choses qui en soi n'ont aucune valeur. Enfin, quand tu ouvres certaines de mes caisses, ça fait un peu bordel, mais moi je sais ce que j'ai dedans, et mine de rien, ces choses-là La caisse du bricoleur. ouais, servent toujours. Alors toujours, des fois ça ne sert pas pendant des années, mais il y a un moment où ces petites poulies, je les ai pas utilisées pendant des années. J'ai eu besoin de 2 poulies, je les avais, elles étaient là. Et en fait, on se fait ces caisses de face avec pas mal de matériel qui en soi, des fois, c'est assez rigolo à regarder, parce que moi je suis curieux quand je vois un autre accessoiriste et que j'ai l'occasion d'aller fouiller dans ses caisses, je vais jeter un œil parce que je trouve ça rigolo de voir, parce qu'on n'a pas les mêmes choses. Alors il y a des choses qu'on a forcément En commun, en bien sûr. commun parce que on a tous les mêmes problématiques. Puis il y a d'autres choses où tu apprends quelque chose en disant ah ouais, toi t'as ça, pourquoi? Et il t'explique et tu dis ah ouais, c'est pas con, tiens je vais faire ça. Mais des fois c'est rien, des fois c'est un bout de cuir quand on fait un film d'époque, c'est d'avoir un peu de cuir, parce que s'il y a une lanière qui casse, bah t'as un peu de cuir pour réparer. Il faut il y a de tout et de rien, quoi. Et ça se fait en fonction d'expériences qu'on a eues, en fonction des films qu'on a fait. La caisse du bricoleur. La caisse du bricoleur. Ceux qui bricolent, ils savent de quoi on parle. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais de bricolage organisé quand même. Enfin, faut quand même faut savoir où c'est. Parce que si t'as besoin de quelque chose et que c'est au milieu de ton foutraque, c'est un peu chiant, quoi. Donc faut savoir quand même où c'est situé pour pas chercher pendant 3 heures, quoi. Parce que donc il peut y avoir des choses. Il y a énormément de choses aussi qui arrivent qui peuvent te tomber sur le coin de la gueule au dernier moment. Alors, ça peut être une demande de dernier moment, ou quelque chose qui se casse, quelque chose qui arrive au dernier moment et il faut trouver une solution, et il n'y a pas de. Et là typiquement il y avait donc j'ai fait un film qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, et il y a une séquence qui se passe autour d'une table où il mange un pot-au-feu, et donc ça on tournait ça Donc là, en sauce, ça va. oui oui mais oui et non. Ah. Et donc cette séquence, elle devait se tourner un jour. Donc moi j'avais prévu le pot-au-feu, donc en quantité suffisante. Donc j'avais dans ces cas-là, quand il y a des scènes de bouffe, moi j'ai mes bassines à côté, enfin mes gamelles à côté, un frigo. Enfin tu vois, il y a toute l'organisation de ça pour que tout soit prêt, et avoir assez de quantité, parce qu'ils étaient 4 à table dans mes souvenirs. Enfin voilà, donc
tout ça. Et puis cette scène devait se tourner un jour, et puis elle a été décalée au lendemain. Donc du coup, au lendemain ou au surlendemain, au lendemain, je crois. Et donc du coup, j'avais mon matos qui était resté, que j'avais prévu pour ce jour-là, mais donc qui est resté au frigo. Parce que je me rappelle plus de la raison pour laquelle ça a été décalé, mais ça a été décalé. Le lendemain, on fait la scène, donc c'était une grosse scène de bouffe, c'est-à-dire que ça durait la journée, hein, la séquence durait vraiment toute la journée. Donc le matin, je mets mes plats, je chauffe, on fait la scène, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, il y a le plat au centre, je donne les assiettes, mais je passe mon temps à enlever les assiettes et en refaire. Parce que je donne pas une fois l'assiette au comédien et puis ensuite c'est terminé. En permanence, entre chaque prise, je change une assiette ou 2 assiettes pour que toujours ça soit toujours raccord, que ça soit toujours chaud, que ça soit toujours bon et que ça soit et donc raccord. Donc c'est une vraie, il y a un vrai travail de en permanence quoi de le faire. Et là, tu es tout seul. Non, les scènes de bouffe tout seul, c'est quand même vraiment chaud quoi. Mais non, là il y avait quelqu'un avec moi. D'accord. Et donc la matinée se passe très bien. On s'arrête pour midi. On va déjeuner. Je coupe mes gamelles. Et puis après déjeuner, je reviens. Je rallume mes gamelles. Et là, le pot-au-feu tourne. Il a tourné. Il avait une odeur. Il a tourné. Et je pense que le fait d'être allumé, rallumé, allumé, éteint, parce que la veille il avait été allumé, éteint. Pourtant il était bien mis au frigo. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de problème de conservation, mais il a tourné. Et sauf que j'ai toute l'après-midi encore avec la séquence, enfin, avec la terminée. Donc là, c'est un peu branle-bas de combat. Je demande à la déco ou à la régie d'aller acheter des carottes, des patates, et on pèle des patates, on pèle des carottes. Je mets ça à bouillir dans une casserole, et en fait, le plat est resté sur et dans les assiettes des comédiens, il y avait une partie qui était le pot-au-feu physique, mais dont il ne touchait plus parce que il était plus bon à manger. Bien sûr. Et j'ai dû faire en dernière minute des petites carottes, des petites patates. Et là, quand il mangeait les carottes, les patates. Donc ça a été, c'est des gros moments de stress où là, faut trouver une solution. C'est pareil. Je peux pas dire, il a tourné. Bien sûr, c'est impossible de dire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, faut quand tu disais qu'est-ce qu'il faut pour être accessoiriste, il faut trouver faut cogiter, faut trouver des solutions, faut être réactif et voilà, il y a des choses à trouver. Ouais. Bon, tant qu'on est sur Jean-Pierre Jeunet, parce que tu as quand même travaillé sur Amélie Poulain. Ouais. J'ai eu cette chance. Ouais. Et là, il s'est passé des trucs. Alors oui, il s'est passé plein de choses. C'était super. C'était un film à faire. C'est vraiment un film d'accessoire. Enfin, souvent les films de Jean-Pierre Jeunet sont des films d'accessoires, mais c'était vraiment chouette. Mais c'est plutôt, alors, comme anecdote, c'est plutôt quand je disais qu'il fallait trouver des solutions. Là, il y a une des situations où on voit Amélie Poulain c'est dans le métro, qui va pour attraper le métro. Donc il y a un couloir, on est face à elle, et sur la droite il y a les portiques pour rentrer dans le métro. Et au moment où elle arrive, en fait le portique doit descendre, il doit se fermer. Sauf que pour fermer ce portique, donc Jean-Pierre voulait un plan, quel plan du film, donc avec le couloir, elle qui arrive comme ça, et le portique sur la droite. Sauf que pour fermer ce portique, la clé, elle était pile poil dans le champ. Elle était pile poil dans le champ, c'était l'endroit où on pouvait actionner pour fermer le rideau. Donc c'était un problème parce que du coup, il pouvait pas faire le plan qu'il voulait parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui actionne ça. Et donc, j'ai trouvé comme solution de mettre un fil à la clé. Donc j'ai mis la clé dans le petit boîtier. J'ai mis un fil où j'ai tourné autour de la clé. Et ensuite, je suis passé en mettant des petites poulies au plafond à différents endroits. Et je tirais sur le fil pour que la clé tourne et que le portique se ferme au bon moment, quoi. Mais ça, c'est des trucs enfin, je veux dire, c'est des trucs que j'ai trouvé. Il a fallu trouver une idée, une solution. C'est génial. Voilà. Moi, ça me fascine. Donc c'est des solutions qu'il faut trouver un peu au dernier moment, tu vois. Et t'as eu combien de temps pour préparer le
Bah, c'est pour maintenant. Donc, Oui, parce que le temps que tu prépares, déjà le temps que tu trouves la solution et que tu prépares, ça voilà. prend du temps quand même. Bah, ça m'a pris, on va dire, 5 minutes, quoi, 5-10 minutes. Quoi? Bah, parce que en soi, c'est pas très compliqué, mais il faut juste qu'on nous laisse le temps. Souvent, c'est la problématique qu'on peut avoir sur des tournages, c'est on a peu de temps, voire pas de temps. Bah oui, bien sûr. Moi, il m'est arrivé, pour te donner un exemple, de personnes où la situation est drôle parce que c'est irréfléchi, c'est-à-dire que j'ai un assistant mise en scène qui me dit oui François, ouais, il faudrait mouiller le sol là, donc parce que il faudrait mouiller. Il y a pour faire souvent les chefs opérateurs aiment bien, notamment la nuit, que les sols soient mouillés, ça fait des brillances, ça fait des ça renvoie la lumière, c'est joli souvent. Et là, donc c'était absolument pas prévu. Mais bon, le premier assistant vient me voir en me disant ouais, ça serait bien que le sol soit mouillé. Est-ce que t'as ce qu'il faut? Je dis oui, c'est dans mon camion. Il te faut combien de temps? Bah je lui dis bah je sais pas, il me faut 10 minutes, le temps de prendre les tuyaux, de les brancher, tout ça. Ok, bah laisse tomber. Bah, il s'attendait à quoi? Enfin, je veux dire que je fasse ça que j'ai dans ma poche des réservoirs de flotte et que je mouille le sol. Des fois, il y a des situations qui sont absolument irréfléchies en fait. Des fois, c'est tellement dans le stress, faut aller vite, 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 vite que même les questions sont de trop. Enfin, c'est-à-dire que ils se posent même pas la bonne question, c'est-à-dire savoir si je peux le faire. Oui, je peux le faire. Mais en fait, non, parce que il y a pas le temps de le faire. En fait, 10 minutes, c'est trop. Donc, voilà. Et ouais. Parce que Nouvelle Vague, c'est un autre travail. Enfin, un autre travail aux accessoires, c'était un peu différent par rapport à un film d'époque. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, sur un film d'époque, on peut inventer enfin, je veux dire, les situations sont ce qu'on a vu, on s'est documenté, on a regardé un petit peu comment c'était, puis à toi de faire de mettre en place les accessoires un peu comme tu l'imagines, de rendre la séquence vivante, le décor comme ce que tu as déjà vu dans des documents, sur des images. Là, en fait, Nouvelle Vague, c'est donc à bout de souffle plus exactement, c'est un film qui est très documenté parce qu'il y avait un photographe tout le long qui a pris beaucoup de photos. Et donc, il y a énormément de références. Et en tout cas, il y a énormément de documents là-dessus, sur À bout de souffle. Et vu que Nouvelle Vague, le film Nouvelle Vague, l'idée, c'était d'être le plus proche possible de la réalité. Et donc, comme si, en fait, c'était un documentaire ou un making-of d'À bout de souffle. Donc, on regardait les images. Et l'idéal était d'être vraiment de raccorder au vrai film. Donc, par exemple, moi, ils ont souvent, les comédiens souvent ont des journaux dans les poches. Parce qu'à l'époque, on lisait beaucoup de journaux et quand on les voit dans le film, ils ont souvent des journaux dans les poches. Et donc, moi, je m'amusais à faire donc j'avais plein de journaux d'époque, des faux journaux d'époque qui avaient été réimprimés par la déco. Et j'essayais d'être le plus proche possible du journal qui sortait de la poche du comédien dans le vrai film. C'est-à-dire que je trouvais le moyen de le plier. S'il y avait une photo qui était à l'envers, je pliais de telle manière et je le mettais dans la poche du comédien et je le calais s'il fallait qu'il soit plus haut ou plus bas pour que ça soit la même image, enfin le même journal qui ressorte que dans le. Donc c'est un autre travail là, c'est un travail qui était plus. Là, c'était vraiment refaire la même chose que ce qu'il y avait dans le film original. Alors que quand on fait un film d'époque, que le journal sorte de ça ou ça, enfin voilà, on lui met un journal dans la poche, c'est rigolo. Enfin, ça fait d'époque, comme une clope derrière l'oreille, ça peut faire d'époque. Mais là, c'était vraiment un travail assez précis. Et les cigarettes, parce que donc à l'époque, ils fumaient énormément. Et quand on voit toutes les images, les photos de Belmondo, les photos de Godard, ils ont des cigarettes qui sont très grosses, qui sont des cigarettes qui sont, on va dire, 1,5 fois. Ça fait la taille d'1,5 fois le diamètre d'une cigarette actuelle. D'accord. Et c'est des grosses clopes qui n'existent plus. Et donc il a fallu que je fabrique des clopes parce que c'était rigolo. Enfin moi je trouvais que c'était chouette de retrouver la taille de la clope qui fume dans. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc j'ai fabriqué une rouleuse. En partant de vraies rouleuses à. D'accord, donc toi, tu as fabriqué ta propre rouleuse. Une rouleuse qui permettait d'avoir un diamètre
de cigarettes plus important. Et donc, mon assistante et moi, on a passé le film, enfin surtout elle d'ailleurs, le film entier à rouler des clopes parce qu'il fumait beaucoup, beaucoup. Et puis qu'une clope, une fois qu'elle est allumée, il tire un truc, Et c'est d'ailleurs, coupé, on change de clope. c'est pas du vrai tabac, là. Alors ça dépend, ça dépend des comédiens. D'accord. Et, parce que il y a des comédiens qui fument et que ça ne dérange pas de fumer du. Tant qu'à faire, j'essaie de trouver je leur demande quelle clope ils fument, comme ça Ouais, bien sûr. je prends la clope qu'ils veulent. Là, ça dépendait. C'est soit des cigarettes très très légères, Ouais. enfin du tabac là pour le coup parce que c'était du tabac, soit c'est des fausses cigarettes. Donc ça n'existe plus en France, donc c'est des cigarettes qui se vendent en Angleterre. Ouais. Donc c'est des commandes un peu chiantes à avoir parce qu'avec la douane, avec tout ça, le temps souvent. Mais c'est des cigarettes sans tabac, sans nicotine, voilà. Toi, tu as aussi travaillé sur des films d'action comme Largo Winch. Ouais. Ouais, c'était c'est sympa aussi. C'est un autre univers quoi. Enfin ce qui est bien en fait à faire plein de films différents, c'est qu'à chaque fois il faut se réimmerger dans un univers différent, connaître cet univers. Donc ça c'est toujours chouette aussi d'un projet à l'autre, on peut passer d'un film d'époque, un film contemporain, un film d'action, un film dramatique, avec des décors complètement différents, des accessoires complètement différents. Et dans Largo Winch, il y avait, par exemple, là, vu que c'est un film d'action, il y a quand même beaucoup de bagarres. Et là, notamment, il a un couteau. C'était son couteau, c'était le couteau de Largo Winch, donc il fallait qu'il soit un couteau. Sauf que donc il y a des coups de couteau et tout ça, et ça ne peut pas être un vrai couteau. Sauf que vu que c'était un couteau un peu spécifique, qui avait été fabriqué. Et donc c'était un couteau qui était démontable. Donc c'était un couteau à cran d'arrêt, enfin qui s'ouvrait, et il fallait, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait l'avoir en couteau classique avec une vraie lame qui est plus ou moins émoussée selon ce qu'il a à faire. S'il coupe une tranche de saucisson, bah il faut qu'elle soit coupante. Ouais, Puis même, ensuite, si il doit simplement jouer avec, bah on change la lame et on le démontait. On mettait une lame qui était une lame émoussée. Et quand il se bagarrait avec ce couteau, évidemment que il y a un risque en cas de bagarre que le comédien ou le cascadeur se prenne un coup de couteau. Donc, il faut surtout pas que ce soit des vraies lames. Donc là, c'était des lames plus ou moins souples, parce que comme ça, ils peuvent se battre avec. Et si le couteau malencontreusement touche l'un des deux, la lame, elle risque rien. Enfin, le comédien ou le. Et à quel point c'est l'accessoiriste et à quel point c'est l'armurier qui s'occupe de ça? Bah voilà, ça peut être. Voilà encore un truc où on ne sait pas trop. Là, typiquement, c'est un accessoire qui a été fabriqué par. Alors justement, quand je te disais il pouvait y avoir des personnes qui étaient extérieures au tournage, enfin au film. Là, c'est quelqu'un qui visiblement qui s'y connaissait très bien en couteau et qui a fabriqué, moulé moulé les lames en résine à différentes souplesses et qui a fait que ce couteau qui à l'origine était un couteau existant, il l'a fait démontable. Et donc, bah là, c'était un accessoire parce qu'il joue beaucoup avec ce couteau, pas que pour se battre, pas que, c'est l'objet fétiche de Largo Winch. Donc, il fallait que ce couteau-là c'était géré par la déco et en revanche, et donc moi, aux accessoires, c'est moi qui avait l'entretien de ce couteau pendant tout le film, changer les lames, etc. quoi. Et voilà, donc c'était un accessoire un peu particulier. Il y a des accessoires et effectivement, quand tu vois le film, bah il y a ce couteau-là, mais tu te poses pas une seule question. Qu'il y a un moment une lame molle, un moment une lame qui coupe, un moment, enfin c'est le couteau, voilà. Et ça se voit, enfin on voit pas la différence quoi. Oui, bah, ouais. La magie du cinéma. La magie du cinéma, exactement. les films d'époque où il y a des bougies, c'est un vrai travail ça aussi, les bougies. Alors quand c'est une bougie, ça va. Quand tu te retrouves sur des films qui sont soi-disant éclairés à la bougie, alors soit réellement parce que le chef-op il aime bien que les bougies éclairent. Comme Kubrick. Ouais, voilà, exactement. Marilyn Lyndon pour ceux qui n'ont pas la ref. Exactement. Mais donc c'est vrai qu'il y a plein de chefs-op qui aiment bien, en plus de leur lumière, quand même que la bougie soit un élément qui éclaire vraiment quoi.
Donc quand tu te retrouves avec beaucoup de bougies, c'est une gestion parce que il y a le raccord de la bougie, ça fond une bougie. Bien sûr. Donc il faut vraiment être assez scrupuleux et assez attentif. Il y a une marge d'erreur, on va dire que la bougie, moi j'estime que quand elle dépasse cette différence de taille, il faut la changer. Donc moi je prépare mes bougies en avance à la taille voulue, parce que les bougies sont pas forcément des grandes bougies dès le départ. Hein. Il peut y avoir Bien des sûr, bougies ouais. qui sont grandes comme ça au départ. Et, euh, et donc c'est un travail en permanence de changer quelques bougies. Alors quand il y en a beaucoup, c'est presque plus simple que quand il y en a trois. Parce Ouais, que trois bougies sur un gâteau d'anniversaire, tout le monde voit exactement la taille des bougies. bien sûr. Quand il y a 100 bougies sur plusieurs bougeoirs, c'est plus simple au final parce que personne verra que celle-là elle est plus basse que la prise d'avant. Enfin, donc il suffit d'en changer régulièrement quelques-unes. Mais bon, la bougie c'est un vrai travail, et c'est chouette hein, à faire. C'est assez chouette à faire, mais c'est une bonne rigueur quand même. Et tu fais comment? Tu mets des petites marques sur les bougies du Non, côté où ça se voit pas? non, tu le fais à l'œil. Enfin, moi, je le fais Ah à ouais? l'œil. D'accord. T'as une marge quand même qui est possible. Après, je fais souvent des gabarits, c'est-à-dire que s'il y a plein de bougies dans un décor, je me Mmh. fais trois tailles de bougies. D'accord. J'estime qu'il y a trois tailles. Personne ne verra jamais qu'il y a que trois tailles, Oui, parce oui, que bien sur sûr. l'ensemble. Et, et je sais que sur ce chandelier-là, il y a cette taille-là. Donc, au bout d'un moment, quand je vois, je garde toujours une bougie type de la taille. Quand je vois elle est plus tout à fait à la taille, je change toutes les bougies. Voilà. Sinon, anecdote, mais rigolote. J'ai fait un tournage où il y avait une plante qui était une plante carnivore, qui sont des plantes qui se referment sur les insectes. Oui. Et, quand cette, voilà. Non, non, c'était c'est une autre plante, mais pareil, qui a une possibilité de se refermer sur les insectes. Et on était dans un tout petit décor, dans une petite cuisine, et il y avait elle était au milieu de la table. Donc, il D'accord. fallait faire très attention à cette table pendant tout le tournage, enfin pendant toute la séquence, parce que c'est très sensible ces plantes-là. Une vibration, ça la fait se fermer. Et donc on fait toute la séquence où tout le monde est hyper délicat. Et puis le dernier plan de cette séquence, bah il fallait faire un gros plan de la plante. Et donc évidemment tout le monde a fait très attention. C'était vraiment, j'ai pas arrêté de le dire, en disant attention, fais gaffe avec ton pied, attention. Tout le monde était au courant, quoi. Et ben le dernier plan, tac, ils installent la caméra, et là je me retourne et c'est moi qui donne un coup de coude enfin je bouge la table et toute la plante se referme. Et là c'est des plantes qui mettent, je sais pas, il leur faut un quart d'heure, une demi-heure avant de se réouvrir, quoi. Donc Ah oui. il y a jamais eu le plan dans le film parce qu'on devait faire autre chose. T'as tourné aussi avec Yann Kounon et là t'as quelque chose qui s'est passé. Tu peux nous raconter? Bah, c'est en fait c'était sur 99 francs de Yann Konen, et donc du coup il y a beaucoup de drogue que les comédiens doivent prendre. Alors évidemment c'est de la fausse drogue, et donc faut trouver des solutions pour notamment là il y avait beaucoup de cocaïne, et donc il existe des produits neutres qu'on peut acheter en pharmacie, qui servent à sniffer une poudre blanche qui, euh, qui est neutre, donc qui a aucun problème, et le comédien peut lui-même sniffer sans prendre de la vraie drogue. Et puis on peut vraiment le voir sniffer. Et sauf que c'était Jean Dujardin, et Jean Dujardin me dit mais moi je suis vierge au niveau du nez, j'ai jamais sniffé de coke. Et puis en plus il a un très grand nez. Donc c'est vrai que c'était, enfin, je veux dire, il était emmerdé avec ça. Et puis il avait notamment une scène où le réalisateur voulait qu'il sniffe une ligne de coke qui faisait genre 1 mètre de coke. Donc bon, déjà c'est impossible, même avec en sniffant n'importe quoi, Oui, bien sûr. parce Ouais. que c'est très long, et puis il fallait vraiment qu'il le fasse rapidement. Enfin, l'idée c'était un peu un rêve, quoi. Enfin, Oui, bien sûr. et donc il avait une paille pour sniffer de la coke, qui était d'ailleurs une petite paille que j'avais trouvée sur des sites hollandais spécialisés dans la drogue, et qui était une petite paille en forme d'aspirateur balai, enfin les aspirateurs sacs là. Et donc il avait la paille comme ça, et moi j'avais mis un tout petit tuyau au bout de cette paille,
qui passait ensuite dans sa manche, dans son pull. Et au bout de ce tuyau-là, j'avais mis un aspirateur. Et donc, du coup, c'était caché dans sa main, on voyait pas le tuyau passer là, donc de telle manière qu'il était comme ça, et puis il a sniffé en direct, pareil, sans trucage vidéo, mais il a sniffé une ligne de côte qui faisait genre 1 mètre, et en direct, quoi. Et en fait, c'était Dyson. Et en fait, c'était Dyson, exactement. Toi, tu as aussi travaillé sur des films américains. Je pense Ouais. notamment à The Killer. Quelle est la différence d'organisation entre un film français et un film américain? S'il y en a une, hein. Oui, il y en a. Pour être tout à fait honnête, je préfère travailler sur des films français. Parce que je trouve qu'il y a les films français, on fait le même film et chacun est là encore une fois pour aider l'autre. Enfin, c'est un vrai travail d'équipe. Je comprends ce que tu vas dire. Tout le monde s'entraide. Quelqu'un a un problème, on lui file la main. Si j'ai un problème, le machinot, l'électro, la maquilleuse. Enfin, on fait un film. Le but c'est de faire ce film, de faire le film du réalisateur. Donc on est tous ensemble. Aux États-Unis, ils ont une manière de travailler qui est très. Donc il y a des c'est compartimenté. C'est très très compartimenté et surtout ne pas sortir de ce compartiment. Il y a des. Tu peux te faire engueuler. Hein. Ah mais c'est plus qu'engueuler, c'est-à-dire que tu peux prendre des amendes et des. Comment ça s'appelle? C'est les associations là. Les syndicats. Les syndicats, ouais. Les syndicats, donc c'est les syndicats il y a des syndicats qui sont très puissants et donc tu ne peux pas, voilà, faire le métier d'un autre. C'est-à-dire que si tu viens aider quelqu'un, on estime qu'il manque, que tu fais son métier, donc ça veut dire qu'il manquait quelqu'un. Donc, voilà, ouais. Et ce qui peut s'entendre aussi. Ce qui peut s'entendre, mais c'est des extrêmes en fait. Tout à fait. Moi, je trouve que je suis d'accord. Le problème, c'est l'extrême. Ça s'entend aussi parce qu'effectivement. Le problème, c'est l'extrême. Je suis d'accord avec toi. En France, il peut y avoir des moments où on a l'impression que tout le monde fait tout et ça c'est un peu désagréable aussi. C'est-à-dire que chacun a son métier sur un plateau et c'est bien de le respecter. C'est-à-dire que, et notamment accessoiriste, il y a plein de gens qui estiment parce que c'est plein d'objets qui sont des objets de tous les jours. Ça peut être des tasses à café qui sont sur une table et on décide tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit il faudra qu'on déblaye la table et là tout d'un coup il y a 3 personnes qui ne sont pas des accessoiristes qui se jettent sur les gobelets ou les tasses et qui les enlèvent. Ouais. Sauf que ces tasses-là, elles ont été mises d'une certaine manière, bien elles sûr. sont raccord, et ce n'est pas leur métier. Donc effectivement, il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire que moi ce que je leur dis c'est que je veux bien qu'on m'aide, je veux pas qu'on fasse mon métier à ma place. Donc m'aider, c'est souvent, faut le demander, ou alors, et là c'est super, moi j'ai souvent besoin d'aide, parce que c'est seul. Parce que je suis soit seul, soit des fois il y a vraiment besoin d'autres personnes, mais je veux pas qu'on le fasse, parce que c'est des objets de tous les jours qui sont manipulés par les accessoiristes. C'est vraiment des trucs, un téléphone portable qui est posé là, une revue par exemple, régulièrement dans les décors, il peut y avoir des revues. Et tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va prendre la revue, qui va se mettre dans un coin, qui va le lire et qui va la reposer n'importe comment. Sauf que le décor, je veux dire, ça paraît pas, mais cette revue, elle a été mise d'une certaine manière. Elle est raccord. Si moi, je le vois pas en train de faire ça, ça se trouve, je le verrai pas à l'image parce que je suis en train de me concentrer sur autre chose et il y aura un faux raccord. Donc, les objets de tous les jours ont tendance à être bougés par les gens qui pensent que, comme les chaises. Ça, c'est un truc de fou. C'est les chaises. Quelqu'un prend une chaise pour s'asseoir, sauf que c'est le décor. Le décor, c'est ça. Les chaises, elles sont placées comme ça, même si elles paraissent en vrac, parce qu'elles peuvent être en vrac dans le décor, mais elles sont en vrac à une certaine place. Et c'est la place de cette chaise dans l'histoire. Donc, oui, il faut pas faire le métier. Faut pas penser que tout le monde peut faire tout. Donc, il y a effectivement entre les États-Unis, les Anglo-Saxons qui ont une rigueur extrême, et la France qui a presque le contraire, c'est-à-dire un peu à la bonne franquette. Il y a un juste milieu à trouver, mais en tout cas, ce que j'aime bien moi dans la manière française de travailler, c'est que c'est vraiment un travail vraiment d'équipe, quoi. Et on s'aide. On n'est pas là, alors que encore quand ils viennent les Anglo-Saxons viennent en France. Ils s'adaptent un peu, bien sûr, mais quand même il y a un truc qui est pas du tout le même que le nôtre, quoi. Dans cette rigueur, moi j'ai déjà fait des trucs où on déplaçait des trucs très lourds
l'équipe déco, aux accessoires, on déplaçait des décors entiers pour mettre des rails de travelling. Donc c'était carrément qu'on démontait des chaises et des banquettes de théâtre, donc des trucs bien lourds qui sont d'abord, fallait tous les dévisser puis les déplacer pour qu'ils puissent mettre leurs rails de travelling. Et il y avait tous les machinos américains qui étaient là et qui nous regardaient et qui attendaient qu'on ait fini pour pouvoir mettre leur travelling. Ce qui n'arrivera jamais en France. Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, ou alors, si, ça peut arriver, mais alors là, c'est une histoire de. C'est que les machinos sont vraiment pas chouettes, quoi. Ça s'est mal passé, quoi. Ouais, ou il y en a des pas chouettes, il y a des gens pas chouettes, hein. Mais en revanche, en France, les machinos immédiatement viendraient nous filer la main pour travailler, quoi, pour nous aider. Et ce monsieur a quand même travaillé dans un film de Martin Scorsese. Oui. Bah là, c'est l'exemple que je donnais. C'est l'exemple, je m'en doutais. C'est de celui-là dont je parlais. Alors toi, tu as quand même beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Jeunet. Oui. Ah, putain, je suis fan absolu de Jean-Pierre Jeunet. Donc là, moi aussi. Là, si t'as encore des petits bonbons à nous donner sur Jean-Pierre Jeunet. C'était rigolo parce que là, c'était un film science-fiction. Il fallait trouver de la vie pour notamment des trucs à grignoter. Il fallait qu'il y ait des choses à manger parce que ça se passait pendant une période de plusieurs jours dans un huis clos, dans une maison futuriste. Donc, fallait trouver des choses qui pouvaient être mangées ou des plats qui pourraient faire futuriste. Comme ça, c'était assez rigolo parce qu'il a fallu chercher des idées qui soient visuelles. Donc j'avais fait des espèces de gélatine, Je suis pas mal allé dans des magasins qui vendaient de la nourriture, soit asiatique, soit d'autres pays mais asiatique, c'était pas mal parce qu'ils ont plein de petites choses qu'on connaît pas vraiment. Et j'ai pas mal teinté de choses. Notamment, ils ont des espèces de petits champignons. Qui sont avec des racines, et je les avais posés dans le colorant alimentaire bleu, et donc comme pour les fleurs, ça les a absorbés, et du coup le champignon est devenu bleu, et donc ça c'était ça donnait un aspect d'un champignon qui était assez futuriste. Il y avait des gélatines, j'avais fabriqué un cake pareil avec du colorant alimentaire qui était en soi un 4 quarts, hein, ou un gâteau au yaourt, je me souviens plus bien, mais je l'avais vachement teinté avec du colorant alimentaire vert fluo, et donc le cake, quand il sortait du four, bah il avait une tête de gâteau, et dès qu'on le coupait, tout l'intérieur était vert fluo. Donc ça donnait des trucs. C'était assez rigolo à faire. Ça, et quelle est ta marge créative? Parce que Jean-Pierre Jeunet, on a l'image de quelqu'un qui est très pointilleux sur l'image quand même. Ouais. Quelle discussion t'as avec lui et quelle est ta marge créative de proposition que t'as? Alors, ce que moi je trouve chouette, c'est d'être avec des réalisateurs qui font confiance. Enfin, ça veut pas dire qu'ils laissent oui, bien forcément sûr, tout, mais c'est quand même très agréable, et Jean-Pierre Jeunet fait partie de ces gens-là. Où à partir du moment où il a confiance en quelqu'un, et il écoute les propositions qui lui sont faites, et c'est c'est vraiment chouette. Et pour moi, je vais pas dire un bon réalisateur parce que c'est pas comme ça, je vais pas juger ça, mais en tout cas il y a vraiment un travail qui est fait avec certains réalisateurs où on peut proposer des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas simple exécutant à donner l'accessoire au comédien, reprendre l'accessoire au comédien. On peut apporter plus, on peut avoir un œil, et ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est un truc très important du travail de l'accessoiriste, moi je trouve, c'est de regarder l'image et de composer l'image, parce qu'en fait on est quand même donc le représentant de la déco sur le plateau, donc on peut pas non plus laisser n'importe quoi dans le champ, ou laisser des endroits qui sont complètement vides, ou alors esthétiquement c'est pas très beau. Donc l'accessoiriste, il intervient quand même plein de fois à bouger quelque chose, tu vois. Quand je travaille avec mon assistante, soit elle est au combo, donc le combo c'est le retour vidéo en fait de ce qui se passe dans l'image, et soit c'est elle, soit c'est moi qui suis, et puis on peut dire de bouger un petit truc parce que esthétiquement, soit c'est en commande, soit c'est pas très joli, il y a un pli de rideau qui est pas très beau. Donc il y a déjà une composition de l'image qui est importante, qui en fait partie, et c'est très chouette, en gardant l'esprit du chef décorateur. C'est ce que j'avais posé la question. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il y a quand même une discussion, ou en tout cas connaître le point de vue du chef décorateur, bien évidemment.
et du réalisateur aussi, et de composer le décor, enfin de mettre en fonction de ce qu'il a voulu. Si lui veut que ça soit complètement un décor qui devrait être complètement en bordel, si on commence à tout ranger bien comme il faut, on dénature complètement ce que veut le chef déco, par exemple. Donc, et pourtant, il n'est pas là pour le faire. Un accessoiriste peut foutre en l'air un décor, je dirais, s'il respecte pas la volonté. Alors, c'est peut-être pas forcément son choix à lui de l'accessoiriste. Peut-être que lui, il aime bien les choses tout rangées, tout propre, mais le décor est censé être en bordel, sale. Ouais. Voilà, faut respecter ça, quoi. Et donc, pour en revenir aux réalisateurs, oui, il y a des réalisateurs et pas mal de. Enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gros réalisateurs, on va dire, qui sont complètement à l'écoute et à qui on peut proposer des choses. Alors après, on se fait envoyer chier ou pas. Enfin, ou au contraire, on nous dit c'est très bien, oui, vas-y, fais-le. C'est après une discussion qu'on a avec eux, quoi. Oui, bien sûr. Mais moi, pour moi, le métier d'accessoiriste, c'est vraiment une participation aussi à petite échelle mais artistique et de faire des propositions à un réalisateur et on peut amener plein de choses. Je me souviens justement notamment avec Jean-Pierre Jeunet sur Un long dimanche de fiançailles. À un moment, il y avait un plan de grue. On était en Bretagne et il y avait la maison comme ça. Et je suis allé le voir pour lui proposer est-ce que ça l'intéressait que je mette un peu de fumée dans la cheminée comme ça, et la cheminée fumait. Mais ça m'a jamais été demandé, ça n'a jamais été évoqué. C'est simplement quand j'ai regardé l'image, je me suis dit bah ça serait chouette. Donc je lui ai proposé, il a trouvé ça super et donc je l'ai fait. Mais voilà, on peut apporter plein de choses en fait. Et pour moi, un bon réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute, qui est à l'écoute et qui est capable d'exploiter chaque technicien plus que ce que même le technicien se croit capable de donner. Et de l'exploiter, c'est le bon sens du terme. Hein, je veux dire de demander plus, mais intelligemment. Enfin, je veux dire, nous les techniciens, on est prêts à donner beaucoup pour un film, pour un réalisateur, énormément. Et il y en a certains qui ne comprennent pas en fait ça. Il y a certains réalisateurs qui, bah pour eux c'est le réalisateur et puis tout ce qu'il y a autour, bah ils travaillent pour. Enfin c'est. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est les meilleurs? Je suis pas sûr. Il y a de tout, mais moi j'ai travaillé avec des très bons réalisateurs qui justement exploitaient. Alors c'est ça, oui. Non, mais au bon sens du terme, chaque technicien et savait le métier de chacun et lui demandait de faire plus que son métier presque, enfin d'aller très loin, et c'est super agréable. Et Jean-Pierre Jeunet en fait partie de ces personnes-là. Et c'est peut-être pour ça que c'est un des meilleurs. Enfin, là, c'est une longue discussion qui déborde de l'interview. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, un réalisateur, c'est un chef d'orchestre. Tu peux pas être bon partout. Tu peux pas être bon dans un décor, dans la lumière, dans les accessoires. Tu peux pas être bon partout. Ouais. Donc, quelqu'un qui utilise les compétences comme un coach de foot. Voilà. Et c'est un travail difficile, réalisateur, parce que justement, enfin moi, quand tu lis un bouquin, par exemple. Même s'il y a des choses qui sont expliquées, on raconte le décor, les costumes et machin. Mais bon, chacun se fait sa propre image de l'histoire, enfin de la scène. Un scénario, c'est pareil, même s'il y a plein de choses qui sont expliquées. Puis ensuite, on a. Mais pour moi, un réalisateur, donc il écrit, surtout s'il est scénariste, il écrit son histoire. Il a une image dans sa tête. Sauf que c'est pas lui qui va faire après. Il va déléguer au chef déco, au costume, aux machinaux, aux comédiens. Enfin, il est obligé au monteur. Enfin, il est obligé de déléguer. Ouais. Alors après, il a son mot à dire et c'est lui qui va orchestrer tout ça. Mais c'est pas lui physiquement qui va aller faire ce décor et le monter. Donc, je trouve ça très compliqué, réalisateur. Et donc, je pense que d'être capable en tant que réalisateur justement de déléguer à chacun, ça doit pas être simple. Moi, je pense que ça doit pas être simple. Ça doit être dur, en fait, d'expliquer exactement ce qu'on veut. Et ce qui est très chouette avec des réalisateurs comme Jean-Pierre Jeunet, c'est qu'il explique vraiment. Enfin, moi, je vois à chaque fois ce qu'il veut. Il a une manière Enfin, je comprends son univers et auquel, en plus, j'accroche énormément. Mais en plus, il explique bien quand il veut quelque chose. Visuellement, je le vois. Je le vois parce qu'il y a ça aussi, il y a une compréhension, vu que c'est quand même des métiers où on échange beaucoup. Donc, si on ne se comprend pas, c'est compliqué, quoi. T'as des moodboards? Alors, oui, avec certains films, notamment Jeunet, lui,
il a souvent des storyboards. Ouais. Après, les moodboards, c'est la déco et les costumes qui font leur moodboard. Oui, donc il y a ça. Et il peut y avoir des storyboards effectivement qui donnent l'univers voulu par la déco, par les costumes, par la mise en scène. C'est important, mais bon, c'est pas tous les films. Hein. Il y a pas tous les films n'ont pas cette chance-là. C'est un vrai, c'est un vrai. Storyboard, c'est un budget, hein, donc. Ouais. C'est un vrai plus en tout cas de travailler avec quelque chose où on sait déjà vers quoi on va. Bien sûr. Mais si on n'a pas ça, c'est de l'échange avec la déco, avec la mise en scène, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, enfin qu'est-ce que le réalisateur aime, qu'est-ce qu'il veut comme ambiance, qu'est-ce qu'il veut comme type d'accessoire. Il y a une chose qui est importante dans les accessoires, enfin moi que j'aime beaucoup dans les accessoires, c'est la patine. Oui. C'est faire vivre un accessoire. Vivre un accessoire ou faire vivre une scène. Tu peux expliquer la patine, ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être. Alors en fait, la patine, c'est faire vivre quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange, enfin on va donner comme exemple une table avec une table de bar avec un peu de choses, quelques plats à grignoter et des verres. Donc en fait, faut se projeter faut se mettre à la place enfin rentrer dans la séquence et imaginer qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'une table au milieu de la nuit avec de soirée avec plein de copains qui discutent, bah ça peut pas être juste des verres posés devant chaque personne et un bol de cacahuètes mis au milieu. Il faut qu'il y ait une vie. Et c'est pour ça que je reviens encore quand je dis observateur, faut avoir vu, alors tout le monde l'a vu, mais entre le voir et l'intégrer et être capable de le replacer, c'est un peu comme un peintre. Moi, je suis pas du tout peintre, je sais pas peindre, et ça me fascine des gens qui sont capables d'avoir vu quelque chose et de retranscrire exactement ce qu'ils voient sur un tableau. Et moi, je trouve qu'accessoiriste, c'est un peu ça. Faut retranscrire quelque chose qu'on a vu dans la vraie vie et de le retranscrire et de lui donner une véracité. C'est-à-dire il peut y avoir les verres, des traces de ronds de verre qui sont posés sur la table parce que la personne a bu, l'a reposé, ça fait un rond. Il peut y avoir des miettes, il peut y avoir un paquet de clopes qui est posé, mais qui est peut-être pas forcément le paquet de clopes tout neuf qui est posé là comme ça. Il peut être, on peut imaginer qu'il est sorti d'une poche, le téléphone. Enfin, faut faire vivre une séquence. Et donc patiner, c'est faire vivre. Alors, certains diront salir, ça m'agace, mais parce que c'est pas salir. La saleté fait partie de la vie. De la vie, quoi. Et des fois, ça paraît sale, mais c'est la vie. C'est-à-dire que il faut faire vivre ce qu'on met en place, quoi. Il faut donner une idée, une image de quelque chose de vrai. Il faut qu'on ait l'impression que ça soit vrai. Donc, quand c'est tout propre, tout beau, alors des fois, il y a des séquences où il faut que ça soit tout propre, tout beau, ça dépend. Si c'est dans une salle de réunion, dans une grosse société, il peut pas y avoir de traces de verre, il peut pas y avoir de miettes. Mais il faut se projeter dans le film, il faut se projeter dans la séquence, et il faut être capable d'apporter quelque chose de vivant à tout ça. C'est faire vivre quelque chose. Alors la patine par exemple d'un sac, un sac à main en cuir, enfin pas à main, mais d'un sac en cuir de voyage, par exemple. Faut imaginer que cette personne, ça fait des années qu'il voyage avec ce sac. Ça peut pas être un sac tout neuf qu'on met là. Si le mec, c'est un baroudeur. Donc faut l'user, faut lui donner une certaine patine. Donc, faut le faire vivre. Ça peut pas être qu'un objet posé. L'objet est important. Il n'y a pas de César pour les accessoiristes. Non. Il n'y a pas de César pour les accessoiristes. C'est compliqué, en fait. Ça serait compliqué. Mais en revanche, il y a le César de la décoration. C'est-à-dire que quand un décorateur avec qui on a travaillé, enfin, sur le film, avec qui on a travaillé, a un César, c'est le César de toute l'équipe déco. Donc des accessoiristes. D'accord. Enfin, de l'accessoiriste. C'est évident que, quand un chef déco avec qui j'ai fait un film a un César, indirectement, j'ai reçu un César, même si je l'ai pas physiquement, même si j'étais pas à la cérémonie, j'ai contribué à ce César, quoi. Donc, imaginons, il y a quelqu'un là qui nous regarde et qui se dit, tiens, moi, j'aimerais bien être accessoiriste. Et là, donc, il te contacte, pas par texto, j'ai bien compris. Il te voit, le courant passe bien. Il a jamais fait d'accessoiriste de sa vie. Il connaît rien. Il est à zéro. Et tu le prends parce que le courant passe bien. Oui. Comment ça se passe? Ça va être quoi son boulot au début? Comment tu apprends le métier? Alors, ça m'est arrivé justement avec quelqu'un qui est mon assistante actuellement, mais qui ne connaissait pas même le milieu du cinéma. Et
bon, je vais passer des détails, mais bon, elle s'est retrouvée avec moi sur un tournage en tant que stagiaire, et elle connaissait rien au milieu du cinéma, même donc tous les termes, tout ce que faisait même chaque personne sur le plateau, lui était étranger. Et moi, je pense que c'est pas un problème en soi, en fait. Je veux dire, on peut avoir et t'apprends. Faut juste savoir se placer sur un plateau. C'est-à-dire que, et ça, c'est bête, hein, mais ça, tout le monde n'est pas capable. Il y a des gens qui sont capables d'être tout le temps là où il faut pas. Et ça, on en a vu plein. Et eux, il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe. En fait, je reviens encore à ce que je disais. Observation. C'est-à-dire, dans un premier temps, surtout si on n'y connaît rien et qu'on débarque sur un plateau, bah, faut vraiment se mettre en retrait, pas au milieu, être le plus discret possible, parce qu'en fait, faut être assez discret sur un plateau. Faut être très discret et observer ce qui se passe, poser des questions. Faut pas avoir peur de poser des questions, parce que ça fait partie de ces métiers-là, c'est-à-dire que ça s'apprend. Pour moi, vraiment, apprendre le métier, on peut apprendre avec des formations. C'est plus ou moins bien. T'as des formations d'accessoiriste aujourd'hui ? Il existe des formations depuis longtemps. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont des formations qui, à mes yeux, ne valent rien. D'accord. Et s'il y a des formations à faire, c'est faire avec des anciens accessoiristes ou avec des accessoiristes pratiquants, mais pas avec des gens qui ont monté des formations parce qu'un jour ils étaient dans le cinéma. Il faut travailler, c'est-à-dire qu'il existe. Donc moi, je fais partie encore une fois de la FAP, et je sais que certains accessoiristes de la FAP font des formations. Donc ça, c'est des formations déjà qui valent quelque chose parce que il y a une vraie expérience derrière. C'est pas juste. Mais pour moi, la meilleure des formations, c'est le terrain. C'est sur le plateau, et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça que. Alors c'est pas la seule, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de formation, qui ont jamais été assistants et qui se retrouvent ensuite qui au final se retrouvent accessoiristes par d'autres biais. Donc on y arrive. Je dis pas que c'est la seule chose à faire, mais l'idéal, c'est d'avoir un papa de cinéma qui est donc accessoiriste, si on veut être accessoiriste, et d'apprendre sur le terrain avec quelqu'un qui va te dire ce qu'il faut faire, pas faire. Et donc les premières choses qui vont avoir à faire, bah, c'est vraiment d'écouter ce que va lui dire l'accessoiriste, lui dire bah attends, est-ce que c'est des petites courses au camion, aller rechercher un truc au camion ou à la roulante, d'aller chercher quelque chose parce que on a besoin de ça, parce que vraiment pour moi l'accessoiriste il est collé à la face, il est collé au plateau. Et c'est difficile pour moi presque d'aller aux toilettes, quoi. Enfin, je veux dire, ça veut dire que je m'absente le temps de 5 minutes, et en fait j'ai beaucoup de mal, moi je suis vraiment, pour moi l'accessoiriste il est collé au plateau, et donc un assistant justement soulage ça, peut préparer des choses, peut aller chercher des choses au camion, peut préparer la prochaine séquence, en sortant les accessoires dont il y aura besoin, peut bricoler même des choses qu'il va falloir anticiper, peut réparer pendant que. Assistant, c'est chouette, hein, comme métier. On peut apprendre on apprend avec quelqu'un qui forme. Et l'idéal, c'est même d'avoir plusieurs, de faire travailler avec plusieurs accessoiristes. Bien sûr. Parce que on a tous nos techniques, nos méthodes, on fait des erreurs, on a tous nos qualités et puis nos défauts. C'est bon de piocher dans ça. Moi, j'ai un papa de cinéma, j'ai pris énormément de choses à lui, mais il y a plein de choses que je n'utilise pas maintenant. Enfin, que je fais pas du tout de cette manière-là, mais pourtant, je l'ai appris comme ça, et c'est très bien. Et donc, avoir la chance d'avoir plusieurs personnes avec qui on travaille, c'est génial, ça. Ça, c'est super, ça. Ouais. T'as travaillé sur le dernier Jean-Pierre Jeunet, d'ailleurs? Oui. Ouais. Qui va sortir bientôt, d'ailleurs. Qui va sortir au mois de décembre, non? Alors, j'ai plus la date, mais oui, c'est soit en décembre, soit au tout début de l'année prochaine. C'est ça, ouais. Au mois de décembre. Et d'ailleurs, en parlant de Jean-Pierre Jeunet, on aura la repéreuse qui a travaillé sur le dernier Jean-Pierre Jeunet. Ah, chouette. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et peut-être le monteur. Alors ça, c'est pas sûr. En tout cas, j'ai eu son contact. J'ai envoyé des messages. On est en discussion. D'accord. Et j'espère avoir le monteur de Jean-Pierre Jeunet. Alors là, j'aurai toute l'équipe technique de Jean-Pierre Jeunet, en fait. Ok. Bah, merci François. Eh ben, écoute, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Quelques personnes. J'espère aussi. Bientôt, on aura une repéreuse, une script. Vous savez, vous avez des questions, vous nous les posez et je transmettrai. Et puis nous, on se voit très vite dans la voie du ciné. Ciao, ciao. Salut. Je m'étonne
de ma vie. Toi, c'est quoi les choses que t'as bricolées les plus improbables ou les plus compliquées, enfin... Les souvenirs me frôlent, nostalgie